Bonsoir, bonsoir. Donc, nous sommes bien en direct, hein. Nous sommes le 6 juillet et il est 22h32 à mon horloge. Donc, c'est bien pour vous rassurer que ça, c'est un direct. Parce que je sais qu'il y a encore des cons qui n'arrivent pas à faire la différence entre une vidéo simple et un direct. Voilà. Donc, vous partagez rapidement, bien sûr. Vous partagez, ça va de soi, hein. Et puis, bah, on se retrouve ensemble quelques minutes pour dialoguer. Donc, vous envoyez les petits émoticônes, les petits cœurs. Je ne savais pas qu'il y avait une marche hier, donc j'étais moi dans la montagne. Vous savez qu'il y a une vie, il faut profiter de la vie, il faut vivre. Donc j'étais moi en montagne, je profitais de la vie. Et j'ai découvert qu'il y avait une marche ce week-end sur Paris. J'étais très surpris puisque du coup ça n'avait pas fait du bruit, donc c'est bien. J'ai dû regarder les images un petit peu, donc voilà. Je ne connais pas le thème de la marche, hein. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y avait comme thème. Donc je suis un peu. Je ne connais pas quel était le thème de la marche. Par ailleurs, nous avons les écans qui s'échauffent, qui sont divisés. Donc on va en parler un petit peu. Donc on a les écans qui sont divisés. On a l'intervention du colonel hier, que j'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Même si j'estime qu'en tant que colonel, il aurait pu être incisif que ça, parce que normalement, un colonel ne doit pas se faire bouffer par deux journalistes. Je pense qu'il avait des choses qu'il pouvait développer clairement pour mettre ces journalistes-là en mal. Et bah, ces crétins ont quand même réussi à le censurer, quoi, voilà. Donc voilà. Donc vous partagez rapidement et puis on va y arriver, quoi. Bonsoir La Vérité Eric Photo, bonsoir Chilo, bonsoir Alain Sia. Dès que vous vous connectez, bien sûr, vous partagez. Voilà, vous envoyez les cœurs, vous partagez. Donc, je vois déjà que nous sommes à 35 partages. Donc, bien sûr, vous envoyez les cœurs, vous partagez, hein. Ça va de soi. Donc, je sais qu'il est 22h30, ça va pas être un long direct. Oui, j'ai aussi vu, je crois que quelqu'un a partagé dans mon groupe WhatsApp une vidéo de Carly Sol en altercation avec Miss Unijambe. Donc, je sais pas comment on appelle ça. Miss Unijambe. Bonsoir Evelyne Wenan. Bonsoir Élise. Bonsoir Élise Léligny. Donc vous savez ce que vous faites. Donc Alain Sia n'a pas partagé. Chilex Bilso n'a pas partagé. Eluma Mekomo a partagé, n'a pas partagé. Voilà, donc partagez, hein, les gars. Donc on m'a dit qu'il. Donc voilà, je sais que Platini a fait une annonce début de semaine pour dire que nous allons potentiellement faire des programmes scolaires pour former les jeunes par rapport aux nouvelles échéances à venir. Bon, moi, je trouve que c'est utile, mais je suis un peu aussi comme là pour réveiller les passions. Et donc, ils ont choisi qu'on pouvait le faire en mathématiques, en philosophie, en littérature, dont la dissertation, et, euh, et en physique, je crois. Bon, la chimie, c'est pas trop mon truc, hein. Donc, c'est pas trop mon truc, la chimie. Donc en fait, philosophie, mathématiques, littérature et physique. Voilà. Donc je ne souhaite pas le faire en public parce que c'est clairement un programme pour ceux qui veulent. Donc nous le ferons dans un groupe fermé. Mais c'est pas un programme pour les followers, c'est un programme pour les jeunes qui aimeraient être boostés, motivés. Le but ne sera pas de. Je pense que vous avez suffisamment de gens dans votre quartier ou dans votre vie qui savent corriger les exercices. Savez-vous, le but pour moi, c'est de vous apporter une touche particulière, vous donner l'envie en fait, voilà. Vous donner l'envie, vous motiver et que chacun comprenne en fait le pourquoi il fait, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il fait et répondre à vos questions en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes font, mais ils ne savent pas pourquoi ils font. Donc j'aimerais bien juste pouvoir répondre, leur dire voilà, telle chose que vous faites s'applique à telle chose, ainsi de suite, et en quoi plus tard
Si vous êtes désireux, vous pouvez aider le Cameroun. Bon, c'est à peu près ma modeste contribution. C'est pour ça que même si ça doit être devant 60 personnes, je souhaite que ce 60 personnes qui veuillent vraiment comprendre, je ne veux pas de parasites, parce que je ne sais pas si vous avez écouté l'éditorial de Sismondi ce matin. J'ai écouté un de ses éditorialistes, un de ses éditos, pardon. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux parce qu'effectivement, il dépeint un Cameroun qui est tombé à la décadence. Ben, je ne sais pas si j'ai moyen de vous le faire écouter, hein, mais je peux vous garantir que j'ai été très choqué quand je l'ai écouté parce que c'était d'une vérité outrecuidante, quoi. C'était une vérité hallucinante de ce que le Cameroun est devenu. Et je pense que c'est peut-être utile que je vous fasse écouter. Continuez de partager la vidéo, le temps pour moi d'installer le dispositif pour vous faire écouter ça. Permettez-moi 2 secondes. Voilà. Donnez-moi 2 secondes. Partagez les gars. Le temps pour moi d'installer le dispositif. Alors, Bluetooth, activé. JBL charge 3, connecté. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible de connecter? Voilà, donc. Alors, qui c'est qui m'a envoyé cet l'édito de Sismondi? On va l'écouter ensemble, hein. On va l'écouter ensemble et puis vous allez comprendre comment le Cameroun va à volo. C'était ce que je l'ai écouté ce matin. Ah, donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Est-ce que c'est même ça? Putain, mais qui m'a envoyé ce truc-là? Attends. Non, c'est Nelson qui me l'a envoyé. C'est pas dans le groupe. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi parlait. Voilà, donc je vous invite à écouter un édito qui devrait faire réfléchir plus d'un. Donc je vous demande d'écouter attentivement et je vous demande de partager évidemment la vidéo. Je demande de partager évidemment la vidéo. Je tenais absolument à partager cet édito avec vous, quoi. Oui, VP Londres, je suis en direct, hein. Nous sommes bien le 6 juillet, il est 22h41, donc c'était un direct qui est en cours. Donc oui, partage sur ta page, je partageais partout. Je vais partager avec mes amis l'édito de Sismondi de ce matin. Je pense que ça m'a donné envie de pleurer. Voilà, ça m'a donné envie de pleurer. Parce que autant nous, à notre époque, on disait que le Camerounais n'était pas fiable, que le Camerounais était bizarre, mais ça s'est empiré en fait. Je vous laisse écouter le portrait. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas dire que c'est... C'est pour dire qu'on peut être sardinard et constater la décadence de la politique de la société, en fait. Parce que vous pensez que constater que la société a besoin de changement n'est que l'apanage du MRC. Donc, je tiens à vous montrer ici un constat froid fait par Sismondi, qui va vous montrer, en fait... pour vous qui n'êtes plus au Cameroun, vous allez comprendre pourquoi, en fait, supporter le faux, c'est très dangereux parce que c'est ça qui a conduit à la décadence du pays. Je vous invite à partager un maximum. VP Long, je ne vois pas le partage sur ton nom. Je vous invite à partager un maximum. Et
Je pense qu'on blague beaucoup. Je pense qu'on blague à beaucoup de choses. Il y a des... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas ceux qui ont écouté cet édito, mais pour moi, il est profond. Il est profond parce qu'il a rappelé tout ce que je pouvais faire quand j'étais petit. Et encore, je trouvais que le pays n'était pas fiable, c'était dangereux. Et il montre qu'aujourd'hui, c'est devenu pire. Et la responsabilité, c'est... la responsabilité, en fait, c'est nous. À force d'avoir relativisé n'importe quoi, les règles de la morale, les barrières de la morale se sont cassées pour nos enfants. Les enfants, ils savent plus ce qui est moral. Les adultes n'ont plus de limites. Un viol, c'est banal. Un vol, c'est rien du tout. Tuer un voleur devant un enfant, c'est un acte normal. L'hypocrisie. J'en suis choqué. Écoutons Sismondi Barlef, calmement. Je vous invite à faire preuve de concentration. C'est important, parce que je sais que vous prenez tout à la légère. Même si vous êtes taliban aujourd'hui, je pense qu'il y a une part en vous, taliban. Parce que ce qui pose problème avec les talibans, c'est qu'ils veulent juste que bien parte et ils s'en foutent de ce qui va se passer. Mais je veux croire, ce soir, pendant les quelques minutes qui vont suivre, qu'il y a une part en vous qui voudrait voir le Cameroun changer. Il y a des enfants qui naissent. Ils naissent dans quel monde? La dépravation, ce n'est pas... Vous allez voir le portrait qui va décrire. J'aimerais bien savoir à quel moment intervient la responsabilité de Paul Biya dans tout ce qui va suivre. Si quelqu'un a la capacité de me dire ça, Salvatore et Raoul qui me dit Biya doit partir, je t'invite par caméra, j'espère que ça va marcher. J'aimerais bien que quelqu'un me dise à quel niveau Biya intervient. C'est pas la peine de poster le même commentaire débile pour dire que Biya doit partir. Tu es bloqué chez moi, tu ne peux pas troller, man. Ça marche pas avec moi. Donc je t'ai envoyé une invitation, je ne sais pas si tu la vois ou je ne sais pas comment ça marche avec les invitations. Je ne sais pas comment ça marche avec les invitations. N'hésitez pas à continuer de partager. Hein. N'hésitez pas à continuer de partager. Donc vous êtes 150. Je vous invite simplement à méditer et à penser. Donc, je mets Sismondi. Sismondi Barlef Bidjoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Ou plutôt, j'ai 2 questions à vous poser ce matin. Il paraît que les temps changent. Les temps changent si vite qu'on a à peine le temps de se rendre compte que la vieillesse est à notre porte. 1980-1990, des années d'or qui ont vu les êtres humains dans une humanité positive. Nous étions encore des êtres humains avec un cœur. Les temps changent. Oui, les temps changent. Les temps changent si vite qu'on a à peine le temps de comprendre les scénarios du temps. Ces années-là, on pouvait jouer sur des terrains vagues transformés en terrains de foot du matin au soir sans se soucier de rien, sans avoir peur de personne. Nos maisons n'avaient pas de portail. Enfin, c'était rare. Nous allions de maison en maison, regardant la télé, assis à même le sol chez le voisin, partageant ses repas. Sans arrière-pensée, une voisine venait laisser ses enfants chez l'un ou l'autre voisin pour se rendre au marché, faire des courses ou effectuer toute autre tâche. C'est terminé cette époque, elle se consume vite, brille fort et meurt jeune. Ces années-là, il n'y avait que 3 chapelles, catholiques, protestants et musulmans. On ne connaissait que ça et tout allait pour le mieux. En ce siècle numérique, nous mastiquons les couleurs de l'horreur. Nous ruminons nos nostalgies. Toutes les maisons ont une barrière. Et chacun reste dans son coin avec pour compagnon Canalsat, PlayStation ou son téléphone Android et WhatsApp. Les enfants ne jouent plus ensemble. C'est à peine si les voisins se parlent. Le riche craignant que le pauvre lui demande quelque chose et le pauvre guettant en permanence un comment ça va de son voisin riche pour vite répondre
Grand, c'est très chaud. Impossible de faire confiance à son voisin en lui confiant votre enfant comme par le passé. Si c'est une femme qui a des difficultés à accoucher, elle va lui donner du poison par jalousie. Et si c'est un monsieur, il va violer votre gosse. Les mentalités sont devenues telles. La jalousie, l'aigreur, la concupiscence. Les églises sont plus nombreuses, mais le mal est de plus en plus luciférien. Les églises plus classiques comme l'église catholique se sont transformées en partis politiques. Un enfant qui poignarde son enseignant ne suscite aucune réaction de la conférence épiscopale catholique qui se fait tonitruante quant aux résultats des élections présidentielles. Nous ruminons tous des idées négatives les uns envers les autres. Personne ne pense à aider son prochain. Personne ne pense à aider l'autre. La solidarité reste un vain mot. Comment comprendre qu'un Camerounais se fâche quand on lui annonce l'entrée dans une grande école de son voisin? Il lui fait un sourire hypocrite en passant pour se rendre chez le sorcier du coin, payé pour tuer ce salaud qui a osé réussir un concours. Oh là là, nos cœurs sont noirs de haine et de jalousie morbide. Aucun amour n'est passé par ce désert, aucun amour n'est passé par ce désert du mal depuis un moment déjà. Sur le lieu d'un accident, les Camerounais font des selfies alors qu'à leurs pieds rampent des blessés agonisants. D'autres dépouillent des corps, des décédés sans aucune gêne. Là-bas, juste à gauche, pendant qu'il est en deuil, son voisin joue du bikoutsi avec des décibels déchirants, comme si de rien n'était. Impossible de faire confiance à un ami, il va chercher à vous perdre. Alors voici mes questions. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Oui, je pose mes questions. Pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Je cherche des réponses. Allez, ami créatif. Je ne sais pas si vous avez bien compris le portrait qu'il a décrit. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais pour moi, ça vaut le coup qu'on recommence. Évidemment, oui, je vais revenir quelques minutes sur le passage chez Afrique Média. C'est effrayant quand même. Hein. Allez, c'est reparti. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. Fait tout le matin. Sismondi Barlev, Bidjoka. Sismondi Barlev, Bidjoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Ou plutôt, j'ai 2 questions à vous poser ce matin. Il paraît que les temps changent. Les temps changent si vite qu'on a à peine le temps de se rendre compte que la vieillesse est à notre porte. 1900... Donc ici, il parle des temps qui changent. C'est-à-dire que on a souvent coutume. En fait, c'est pas qu'on a souvent coutume. Hein. Malheureusement, on aurait aimé conjuguer. Je ne sais même pas comment formuler ça parce que je suis un peu choqué par rapport à ça. Vous savez, je viens de passer quelques minutes avec ma nièce au téléphone. Et ma nièce a la chance de grandir dans un environnement. Non, Aboubakar, je te bloque direct. Si ton papa ne t'a pas éduqué, ne t'a pas transmis les valeurs, ce n'est pas la faute à Bia. Ce n'est pas la faute à Bia. Si tu es un jaloux, si tu es jaloux de la réussite de ton voisin, ce n'est pas la faute à Paul Bia. Il faut arrêter de fumer, les gars. Il faut arrêter de fumer. Voilà. Ce n'est pas la faute à Paul Bia. Si vous êtes jaloux, regardez. Vous arrivez sur le diable de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous l'insultez. Même quand il essaye d'apporter quelque chose de bien aux gens, ce n'est pas la faute à Paul Bia, ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pareil. Vous êtes voyous, vous êtes des vandales, vous braquez les banques, vous êtes des plus gros criminels aux États-Unis, vous accusez le blanc. Vous êtes en France, vous avez raté votre vie, vous êtes rien, vous êtes des ratés, vous êtes des crevards, vous accusez la colonisation. En fait, vous n'êtes jamais responsable de rien. C'est le même modèle. Au Cameroun, on accuse Paul Bia. En France, on accuse la colonisation. Et aux États-Unis, on accuse le racisme. En fait, le noir, c'est tout le gars qui est derrière et qui passe son temps à chercher un responsable autre que lui-même. Quand tu viens sur le direct de quelqu'un que tu n'aimes pas, qui essaye d'apporter, je veux bien que tu m'aimes pas, je m'en fous royalement que tu m'aimes pas. Mais si s'il y a 150 personnes qui me regardent, tu peux quand même te dire que dedans, il y en a 2 qui sont intéressés par ce que je fais. Et respecter cela et dégager du direct. Il ne faudrait pas que ta liberté empiète sur la liberté des autres. Je suis libre de faire un direct sur mon mur. Tu le sais, puisque tu as ton mur. Toi-même, si tu fais un direct là-bas, je ne viendrai pas te chercher. Je suis libre de faire un direct sur mon mur. Tu es libre de venir regarder. Mais il ne faudrait pas que ta liberté de venir sur mon direct empiète la liberté de quelqu'un qui est là, justement, parce que ça l'intéresse ce que j'ai à dire. Si tu n'es pas intéressé, tu peux dégager, quoi.
Vous voyez comment vous êtes éduqué? C'est Paul Biya qui vous apprend à ne pas être capable de faire un distinguo aussi banal. C'est Paul Biya. Même quand je suis en train de parler de physique, vous ne pouvez pas vous dire qu'on est quand même dans un pays où il y a très peu d'applications et que quelqu'un qui donne sa passion, qui dit non, l'école ce n'est pas que l'école, que ce qu'on dit souvent que le blanc crée, le noir aussi peut créer et venir vous dire, ce qu'on dit souvent que le blanc c'est le blanc qui a fabriqué la voiture, votre frère noir peut aussi travailler sur un projet intéressant et venir vous donner envie de rêver, de vous dire mince, je pensais que l'ingénierie là c'était seulement les watts, donc on peut aussi dire comme ça là qu'un gars de mon village a travaillé sur un projet là-bas intéressant comme ça m'intéresse. Mais non, comme vous n'aimez pas Serge Anango, il faudrait absolument que tous les autres ne l'aiment pas. Il faudrait absolument que tous les autres ne l'aiment pas. Si bien que vous venez me parler des traîtres de révolution quand je suis en train de parler de physique, vous venez me parler des traîtres de révolution quand je suis en train de parler de mathématiques. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Est-ce que vous savez que quand vous me voyez parfois en train de parler de maths et de physique là, c'est une demande des gens qui ont envie. Parce que je le fais sous l'angle de la vulgarisation. Je ne le fais pas sous l'angle scolaire. Je le fais sous l'angle de la vulgarisation. Beaucoup de gens ont fait des probabilités, ils ne savaient pas à quoi ça servait. Beaucoup de gens ont fait des statistiques, ils ne savaient pas qu'on pouvait l'appliquer dans la vie. Eux, ils croyaient que c'était juste des tableaux, on disait calculer la fréquence, calculer la variance, et nanani, nanana. Ils ne savaient pas que ça avait des objectifs pratiques. Pendant la période du Covid, je vous ai expliqué à quoi ça servait les statistiques. Les statistiques servent beaucoup plus en médecine que partout ailleurs. Je vous l'ai expliqué. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est à cause des statistiques qu'on ne pouvait pas dire que professeur Raoul était fiable. Quand vous étiez dans une polémique de complicité, que wow, il y a des laboratoires, machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toujours des essais randomisés qui permettent de valider l'efficacité d'un médicament. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire sauter ce qu'on appelle en statistique un facteur de confusion. Vous ne pouvez pas le faire sauter. La seule façon de faire sauter un facteur de confusion, c'est de faire des essais randomisés. Et ça, c'est ce qu'on fait en médecine pour valider l'efficacité d'un médicament. Vous ne le savez pas. Pendant que je suis en train de vous expliquer, vous venez m'insulter. C'est Paul Biya qui vous envoie faire ça. C'est Paul Biya qui vous rend hostile à la connaissance. Jusqu'à quand vous allez chercher un coupable à votre turpitude? Quand il y a des gens qui disent que nous ne voulons plus être des victimes, nous ne voulons plus être des losers qui cherchons des excuses, vous êtes encore les premiers à venir les attaquer. Je respecte le fait que vous avez envie de pleurer. À titre personnel, j'ai dit simplement que ne pleurez plus en mon nom. Je n'ai jamais été concerné par vos conneries. Je ne me suis jamais senti persécuté en France. Je ne me suis jamais senti persécuté nulle part. J'ai toujours fait mon devoir et j'ai laissé la société faire le sien. Je n'ai pas arrêté d'aller à l'école parce que j'accusais Paul Biya de ne pas, d'avoir vendu toutes les places de concours qui n'y a plus ma place. Je suis quand même allé à l'école, j'ai fait mon devoir. Vous ne faites pas le vôtre. Et vous êtes le premier à accuser Paul Biya. J'ai fait mon devoir. Faites votre devoir. Corrigez vos propres erreurs avant d'aller reprocher aux autres les leurs. Vous êtes là tous les matins, vous ne foutez rien. Vous vous levez, vous souhaitez que le malheur arrive au voisin en face, qui a travaillé toute sa vie. Quand il a commencé à vendre le cahier, quand il a commencé à vendre les cahiers à la main, vous vous moquiez de lui. Oh, le pauvre vendeur de cahiers. Toi, tu étais maître, instituteur. Tu étais sûr que comme tu as le matricule là, tu es arrivé. Il vendait les cahiers. Tu te moquais de lui. Plus tard, il achète la brouette. Il portait les mêmes chaussures comme moi, la même chaussure tout le temps. Vous vous moquez de lui. Il porte le même t-shirt. Vous vous moquez de lui. Ah, le voisin. Ouais, vraiment, il ne peut pas changer de t-shirt. Comme vous avez l'habitude d'avoir mal à la place des gens. C'était ça les seuls commentaires que vous pouvez lui adresser. Il portait la même chaussure, le même t-shirt. Il rentrait le soir, il lavait son t-shirt, il séchait ça dans sa chambre. Le matin, il reportait les mêmes t-shirts pour aller travailler. Il était propre tous les jours avec le même t-shirt. Vous vous moquiez de lui. Le lendemain, il achète une brouette. Il vend ses cahiers dans la brouette. Vous vous moquez de lui. Vous dites, il croit qu'il va aller où avec sa brouette. Il achète le pouce plus tard. Plus tard, c'est une quincaillerie qu'il ouvre. Quand il achète le pouce, il rajoute des clés, des cadenas, des serrures. Vous êtes toujours là en train de vous moquer de lui, que c'est un pousseur. Quand il ouvre sa première boutique, vous commencez à dire, l'argent est sorti d'où?
tout le temps que vous vous moquiez de lui, là, qui portait le même t-shirt. Mais c'est parce qu'il portait le même t-shirt qu'il gardait plus d'argent de côté. Mais vous étiez là pour vous moquer de lui, qui porte le même t-shirt. Vous savez, ça pouvait changer. Vous savez combien ça coûte de porter un t-shirt tous les jours différents en un mois? Ça coûte une certaine somme. Cette somme, il la met de côté. Il économise. Il injecte. Il a réinvesti. Tous les bénéfices sont réinvestis. Tous les bénéfices sont réinvestis. Quand les affaires marchent, il ouvre sa deuxième boutique. Tout ça en quoi? 7 ans. En ce temps, tu es toujours instituteur. Ton salaire a peut-être augmenté, allez, 10 000. En ce temps, tu as eu 3 enfants. Tu commences à l'accuser d'être dans le Fam-Lab. Si par malchance, un de ses oncles au village décède, c'est lui qui a vendu son oncle. Vous dites que ça, c'est Paul Biya. À quel niveau Paul Biya intervient dans tout ce que je viens de citer? C'est Paul Biya qui vous rend jaloux? C'est Paul Biya qui fait que vous vous moquez de quelqu'un qui se cherche? C'est Paul Biya qui fait que vous ne regardez pas la valeur d'un être humain et vous vous contentez à son emballage? C'est Paul Biya qui fait que quelqu'un qui se lève tous les matins, porte un habit, le même habit pour aller travailler, vous vous moquez de lui. Mais vous encensez quelqu'un qui est féman, qui garde les Mercedes. C'est Paul Biya qui vous fait faire ça. C'est Paul Biya qui fait ça. Je pense que si tu penses que Paul Biya t'a dérouté, ça veut dire que tu connais au minimum distinguer le bien d'avec le mal. Ça veut dire qu'au minimum, tu as quelques valeurs quand même dans ton disque dur. Tu es quand même capable de faire preuve de discernement. Donc ça veut dire que c'est des erreurs que tu es capable d'éviter de faire. Tu te contentes d'accuser Paul Biya tout en faisant les mêmes erreurs. Tu vas aller pisser là où c'est écrit interdit d'uriner, tu vas accuser Paul Biya. Tu vas entrer dans les toilettes, où il y a le trou au milieu, tu vas chier au bord, tu vas accuser Paul Biya. À quel niveau Paul Biya intervient? Je veux bien que vous soyez de mauvaise foi, mais j'ai mon numéro à côté. Vous connaissez le numéro. Appelez-moi. Vous me dites à quel niveau Paul Biya intervient. Isaac, l'un d'entre vous, s'il vous plaît, mettez le numéro. Mettez le numéro, je veux que quelqu'un appelle et me dise à quel niveau Paul Biya intervient. Si vous arrivez à me convaincre, je commence à fumer Paul Biya dès le lendemain matin, je défends comme tout. S'il y a quelqu'un vraiment qui peut appeler avec des arguments, il m'explique comment sa jalousie en lui, sa haine qu'il a en lui, il me dit en quoi ça vient de Paul Biya. Le fait de détester le voisin, le fait de violer l'enfant du voisin parce qu'il t'a donné l'enfant à garder. Tout ça, je veux que vous me dites à quel niveau Paul Biya intervient. Sincèrement. Vous savez, moi je suis d'autant plus triste parce que je vous dis, j'ai parlé à ma nièce qui a 9 mois ce soir et que je la voyais courir un peu partout. Elle grandit dans un environnement sain. Mais il y a un enfant au Cameroun qui est né le même jour qu'elle, qui n'aura même pas l'environnement que nous avons connu, nous, quand on était petits. Oui, quand on était petits, ma mère pouvait nous déposer chez la voisine. La voisine pouvait venir donner à manger. On mange. Il paraît qu'aujourd'hui, ce n'est plus sûr. Quelques jours avant de perdre mon petit frère, j'ai un de mes collaborateurs sur SATV qui perdait sa sœur, empoisonnée. J'étais trop triste pour lui. J'ai essayé de le remonter comme je pouvais. Je ne savais pas que quelques jours après, je passerais par là, moi aussi. La vie, elle est comme ça. Empoisonnée. C'est courant au Cameroun. C'est la faute de Paul Biya, bien sûr. Non, je crois que c'est la faute à l'éducation. C'est les valeurs qui ont disparu. C'est pas Paul Biya qui met la haine dans le cœur des gens. On a tous eu le même président. Si j'avais eu votre haine, je ne serais pas où je suis. Si j'avais eu vos rancœurs, je ne serais pas où je suis. Je vous ai dit, quand vous vivez dans une société, faites votre devoir et laissez la société faire le reste. C'est comme ça que ça marche. Un jour, vous avez un ange qui sonne à votre porte. Imaginez un seul instant. Platini, qui n'était pas très bon à l'école quand il était au lycée, se disait de toute façon, nous sommes 6 à notre père. Je ne vois pas trop ce qu'on va faire après le bac. Il avait arrêté l'école, soi-disant
Vous commencez à jouer au ballon, comme beaucoup l'ont fait. Je connais beaucoup qui ont arrêté l'école. Je connais beaucoup qui ont arrêté l'école pour le foot. Et qui aujourd'hui ne sont nulle part. Admettons que Platini l'ait fait. Parce qu'il ne croyait pas en l'avenir. Où serait-il aujourd'hui? La réalité, c'est que même ne sachant pas ce qu'on va devenir, on a fait notre devoir. On est parti à l'école. On a passé nos examens. On a tenté nos concours. Et puis une opportunité s'est présentée. On l'a saisie. Il faut toujours faire son devoir. Vous passez votre temps dans la haine. Vous laissez tout de côté. Vous laissez tout à la traîne. Le temps que vous passez à détester les gens, c'est des opportunités que vous perdez pour vous. Nous, le soir, quand on vient souvent faire des lives là pour se foutre de votre gueule, on a pointé notre journée, mon type. Je peux vous garantir une chose. Si j'étais un papa défaillant, je ne pourrais même pas faire un direct. Vous imaginez un seul instant. Je m'assois là en direct. Je fais un live pour insulter les Camerounais. Alors que je ne travaille pas, la banque est en train de me réclamer les mensualités de crédit, la carte bancaire de ma femme est bloquée, les enfants ne peuvent pas aller en vacances. Vous pensez vraiment que je viendrai faire des directs devant vous? Non. Quand on se met le soir là pour faire des directs, pour se foutre de la gueule des jambes de Winnie Savannah ou de je ne sais trop quoi, c'est parce qu'on a pointé notre journée, frère. On a fait notre devoir. On rentre, on se détend. Avant, je rentrais, je regardais le journal. Mais maintenant, je ne regarde plus le journal parce que c'est n'importe quoi qui est présent dans le journal. Je n'ai pas envie de regarder le journal, de tomber sur un noir qui au XXe siècle, XXIe siècle, utilise encore l'esclavage pour justifier son échec. Qu'on donne le micro à ce genre de personnes, ça me donne envie de vomir. J'ai un frère qui fait ça, je prends le gun, je m'en vais, je le bute. Je vous dis bien, je vois un de mes frères à la télé en train d'utiliser le racisme pour justifier son échec. Non mais sérieux. Prenez-moi, je suis le grand frère. J'ai fait venir Platini, j'ai fait venir Nelson, j'ai fait venir Stéphane, j'ai fait venir Stella. Vous m'expliquez. J'aurais fait venir parce que j'attendais d'eux des résultats. Parce qu'ils étaient bons. Et j'attendais d'eux des résultats. Ils arrivent en bain. Ils échouent, ils me parlent de racisme. Vous pensez que je vais écouter ça? Moi, Serge Anango. Vous pensez que je peux écouter ce genre de conneries? Mais je vais prendre le gun, je vais les faire sauter. Moi, contrairement à ta cam, je ne vais pas quitter. Je ne vais pas tuer quelqu'un parce qu'une femme m'a quitté. Je vais kill quelqu'un parce que je lui ai donné l'opportunité, il a fait n'importe quoi et il cherche des faux prétextes. Limite, tu échoues, tu dis que gars, j'ai été nul. Là, je vais te respecter. Que tu échoues, tu commences à accuser le racisme. Tu commences à accuser les blancs. Si j'ai le gun à côté de moi, je te fais sauter le caisson. J'aime pas les losers. J'aime pas les losers. Ils me donnent envie de vomir. Ils me donnent envie de vomir, les losers. Quand vous voyez on prend des positions, vous pensez qu'on prend des positions pour le buzz ou je ne sais pas trop quoi. Parce que tout pour vous, c'est limite au buzz. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle conviction. Vous croyez que conviction, c'est simplement dire que Bia doit partir. Conviction, c'est simplement dire comme te dit va, je vais. Mais ça, ce ne sont pas des convictions. Les convictions, c'est des choses en nous qui sont profondes, qui sont attachées à nous, qui restent même quand on est mort. Les convictions de mon petit frère Stéphane restent après son départ. S'il était un imposteur, il n'en resterait rien. Il avait ses convictions à lui. Ça reste après son départ. On peut parler de lui en disant « Ah, ça, c'était ce que Stéphane aimait faire. Stéphane, c'était sa position sur ces sujets. » On peut en parler. C'est ce qui reste quand il part. Vos convictions, c'est ce qui vous reste quand vous partez. Quand vous passez votre temps à les trahir, à jouer à gauche, à droite. Mais vous n'en avez pas de conviction. Ce qui est incroyable, c'est que c'est ceux justement qui ne savent pas ce qu'on appelle conviction, qui viennent nous dire que nous n'en avons pas. Avoir des convictions, ne pas avoir de convictions, ce n'est pas de dire comme et puis de changer pour bien. Justement, parfois, on peut renoncer à quelqu'un pour être en conformité avec ses convictions. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc, quand vous voyez on a des positions, vous pensez on cherche le buzz. Non, mais heureusement que Stella prend ces positions-là. Vous imaginez, elle va à la télé, dit qu'elle est persécutée par le blanc, que c'est pour ça qu'elle n'a pas donné ses examens. Moi, vous allez entendre que j'ai tordu le cou de quelqu'un dans ce pays. C'est que je vais attraper son cou comme ça, là, je vais couper moi-même. C'est que je vais arracher sa tête. Voilà les gens que quand ils ont passé le bac. C'est pourquoi je vous dis, faites pour vous. La société fera le reste. Vous pensez que quand Stella a passé le bac, elle savait qu'elle allait finir en France? Comment? Comment? Je vous pose la question, comment? Sa maman est prof. Elle n'a pas de papa. Elle allait faire comment pour arriver ici?
Il faut payer des inscriptions de 5 000 € et déposer les cautions de 7 500 €. Tu trouves ça où? Et parce qu'elle a été brave, parce qu'elle a fait son devoir, la société a fait le reste, elle est tombée sur quelqu'un qui a décidé d'investir sur elle. Et ça s'est bien passé. C'est pareil pour Platini, c'est pareil pour Maître Corbeau. Platini, Maître Corbeau, ce ne sont pas des flèches. Chez moi, il y avait 2 flèches, Stéphane et moi. Malheureusement, il est parti. Les autres sont devenus bons avec le temps. Les autres sont devenus bons avec le temps. Faites pour vous. Mais passez votre temps à faire la haine. Oui, toujours, regardez Firmin font quoi. On est dans des messages qui sont d'une profondeur. Il me dit, tu as coupé le coude et qui on a vu. Et ceux qui disent souvent qu'ils vont tabasser les gens dans la rue, là, ils ont à tabasser donc qui on a vu. Quel membre de la base a tapé donc quelqu'un on a vu? Vous voyez comment vous êtes bête. C'est Paul Biya qui vous rend aussi malhonnête. Quand c'est quelqu'un de la base qui est lâche, c'est un héros pour vous. Quand c'est quelqu'un en face de la base qui fait preuve d'un courage, en fait non, c'est un lâche. C'est Paul Biya qui vous rend aussi malhonnête. Je donne rendez-vous à quelqu'un pour qu'il me prouve une déclaration qu'il a faite dans mon encontre. J'y vais seul. Il vient avec 3 personnes. Je suis lâche. Et lui, il est courageux. Regardez vous-même l'inversion des valeurs. C'est Paul Biya ça. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Je vous pose la question. Vous ne connaissez pas les valeurs des gens. Quand vous vous aidez, vous êtes sérieux, on vous accompagne. Imaginons Platini était arrivé en bain. Il avait fait n'importe quoi. En 2011, il était encore en train de errer à gauche, à droite, il ne savait pas quoi faire. Il n'aurait pas pu être propriétaire. Moi, je vous dis, nous, on a dormi ensemble à 3, dans une chambre d'étudiant. Je touchais de l'argent pour être bien logé dans un bon hôtel à Paris. Cet argent, on le mettait de côté. On dormait dans sa chambre d'étudiant. Moi, au début, moi, lui, puis sa copine, aujourd'hui désormais sa femme, qui était avec sa sœur, qui a eu des problèmes avec sa sœur, nous a rejoints, on était 3 dans cette chambre. Oui, ce n'était pas le confort, oui. C'était une chambre de... Vous savez, une chambre d'étudiant dans le 13e, la rue Tolbiac. Je travaillais pour Bombardier. Et lui, il finissait son stage. Et lui, il finissait son stage. À la fin, je lui ai dit, reste encore là-dedans. Si tu peux renégocier encore 1 an, tu restes dans ta chambre d'étudiant. C'est ce qu'on a fait. Il est resté dans sa chambre d'étudiant. Quand je commençais à travailler chez EDF, je restais dans la chambre d'étudiant avec lui. Je dormais sur le matelas gonflable. Moi, j'ai une belle maison le week-end. En semaine, c'est pas grave si j'ai pas de confort. Je peux dormir sur le sol en semaine. Ça ne me dérange pas. Ça a permis que Platini quitte cette chambre-là pour avoir son appartement. Quand vous vous aidez, les opportunités arrivent tout seuls. Il a trouvé un appartement qui est en bonne posture. Un jour, il vous a montré son compte, il y avait 150 000 € dedans. Vous croyez qu'il a travaillé ça quand? Il n'a pas pu travailler ça. Simplement, il a acheté un bien immobilier. Lorsqu'il a revendu, elle avait repris de la valeur. Entre la valeur que ça a repris et ce qu'il avait déjà remboursé, ça a fait le montant que vous avez vu dans son compte. Parce qu'on entend souvent des crétins venir dire « Oh, il frime avec une maison qui rembourse à crédit. » Ben non, une maison que tu rembourses à crédit, c'est comme une épargne. C'est-à-dire que tous les mois, quand tu payes le loyer, c'est comme si tu payais un loyer, ça se stockait dans un compte. Le jour où je vends la maison, je rembourse à la banque le crédit qu'elle a pris. Je rembourse à la banque le reste du crédit. Si j'achète une maison, allez, prenons une maison, j'achète une maison à 100 000. Au bout de 10 ans, j'ai remboursé 50 000. La maison a pris 50 000 de valeur. Je vends la maison à 150 000. Il me reste combien à la banque à rembourser? 50 000. J'empoche 100 000. Si j'avais été locataire pendant cette période, eh bien, quand j'aurais changé de maison, je me serais retrouvé avec rien, c'est tout. C'est Paul Biya qui vous fait souvent venir par jalousie, dire des conneries comme ça du type « Oh, ta maison !» Vous faites, on dirait que le crédit, tu le jettes. Ben non, le crédit, c'est l'épargne. Achète ta maison à 100 000. Pendant 10 ans, tu rembourses 50 000. Tu vends ta maison à 120 000. Ça fait déjà 20 000 de plus-value, plus les 50 000 que tu as remboursés. Tu te retrouves dans ton compte avec 70 000 €. Net. Tu te retrouves dans ton compte avec 70 000 €. Si tu veux dans aller au Cameroun construire, imaginons quelqu'un qui a dans une baraque comme la mienne, qui est dans les 450. Elle vaut 450, sa valeur, mais je ne l'ai pas acheté à 450, je vous rassure. Je l'ai acheté à presque 400, entre 398. Maintenant, si je compte les travaux que j'ai fait dedans, bref, je l'ai acheté entre 398 et 415.
Mais la maison est estimée aujourd'hui dans les 450, 460. Si je la vendais aujourd'hui, si j'ai dit à rembourser 150, 120 000, ça fait combien? La maison a pris quoi? 45 000 de valeur. Plus les 120 000 que j'ai remboursés. Je me retrouve à 165 000 € dans mon compte. Si je veux retourner au Cameroun avec un pécule de 165 000 € dans son compte, vous croyez que je rentre bredouille? Vous voyez, c'est Paul Biya qui fait que vous soyez aussi con pour dire autant de débilité parfois. Soyons sérieux. Il faut arrêter d'accuser cet homme pour tout. Il faut arrêter d'accuser cet homme. Donc, écoutons Sismondi Barlef et on revient. 1990, des années d'or qui ont vu tant... Je vous prie encore, pour ceux qui n'ont pas encore partagé, de refaire un tout partage. Sincèrement, je vous demande à tous. Je sais que certains parmi vous n'aiment pas Sismondi. Je le sais, hein, je le sais. Bon, voilà, moi-même, j'ai eu quelques frictions avec lui. Mais vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui juge le fond d'un propos par rapport à la personne qui le dit. Là, même si c'est Hitler qui fait ce texte-là, moi, je prendrai ça au sérieux parce que ça correspond à des observations. Et donc, pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je ne regarde pas d'abord le slip d'une personne, la taille de sa bite avant d'écouter ce qu'il dit. C'est vous qui êtes comme ça. Et ça encore, c'est une tare. Parce que ça ne devrait pas. On ne devrait juger quelqu'un que par le fond de ce qu'il dit et non pas parce que c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas Sismondi, mais je vous demande de faire comme moi. Quand je vais mettre play, fermez les yeux. Visualisez chacune des choses qu'il dit. Et ouvrez-la après. L'éditorial du matin fait une réflexion sur l'actualité brûlante. Fait tout le matin. Sismondi Barlef, Bidjoka. Sismondi Barlef, Bidjoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai 2 mots à vous dire. J'ai 2 mots à vous dire ce matin. Ou plutôt, j'ai 2 questions à vous poser ce matin. Il paraît que les temps changent. Les temps changent si vite qu'on a à peine le temps de se rendre compte que la vieillesse est à notre porte. 1980-1990, des années d'or qui ont vu les êtres humains dans une humanité positive. Nous étions encore des êtres humains avec un cœur. Les temps changent. Oui, les temps changent. Les temps changent si vite qu'on a à peine le temps de comprendre les scénarios du temps. Ces années-là, on pouvait jouer sur des terrains vagues transformés en terrains de foot du matin au soir sans se soucier de rien, sans avoir peur de personne. Nos maisons n'avaient pas de portail. Enfin, c'était rare. Nous allions de maison en maison, regardant la télé, assis à même le sol chez le voisin, partageant ses repas. Sans arrière-pensée, une voisine venait laisser ses enfants chez l'un ou l'autre voisin pour se rendre au marché, faire des courses ou effectuer toute autre tâche. C'est terminé cette époque, elle se consume vite, brille fort et meurt jeune. Ces années-là, il n'y avait que 3 chapelles, catholiques, protestants et musulmans. On ne connaissait que ça et tout allait pour le mieux. En ce siècle numérique, nous mastiquons les couleurs de l'horreur. Nous ruminons nos nostalgies. Toutes les maisons ont une barrière. Et chacun reste dans son coin avec pour compagnon Canalsat, PlayStation ou son téléphone Android et WhatsApp. Les enfants ne jouent plus ensemble. C'est à peine si les voisins se parlent. Le riche craignant que le pauvre lui demande quelque chose et le pauvre guettant en permanence un comment ça va de son voisin riche pour vite répondre grand c'est très chaud. Impossible de faire confiance à son voisin en lui confiant votre enfant comme par le passé. Si c'est une femme qui a des difficultés à accoucher, elle va lui donner du poison par jalousie. Et si c'est un monsieur, il va violer votre gosse. Les mentalités sont devenues telles. La jalousie, l'aigreur, la concupiscence. Les églises sont plus nombreuses, mais le mal est de plus en plus luciférien. Les églises plus classiques comme l'église catholique se sont transformées en partis politiques.
Un enfant qui poignarde son enseignant ne suscite aucune réaction de la conférence épiscopale catholique qui se fait tonitruante quant aux résultats des élections présidentielles. Nous ruminons tous des idées négatives les uns envers les autres. Personne ne pense à aider son prochain. Personne ne pense à aider l'autre. La solidarité reste un vain mot. Comment comprendre qu'un Camerounais se fâche quand on lui annonce l'entrée dans une grande école de son voisin? Il lui fait un sourire hypocrite en passant pour se rendre chez le sorcier du coin, payé pour tuer ce salaud qui a osé réussir un concours. Oh là là, nos cœurs sont noirs de haine et de jalousie morbide. Aucun amour n'est passé par ce désert, aucun amour n'est passé par ce désert du mal depuis un moment déjà. Sur le lieu d'un accident, les Camerounais font des selfies alors qu'à leurs pieds rampent des blessés agonisants. D'autres dépouillent des corps des décédés sans aucune gêne. Là-bas, juste à gauche, pendant qu'il est en deuil, son voisin joue du bikoutsi avec des décibels déchirants, comme si de rien n'était. Impossible de faire confiance à un ami, il va chercher à vous perdre. Alors voici mes questions.
Bonjour mes chers camarades. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Nous avons été coupés hier. Donc du coup je n'ai pas pu développer tout le sujet que je souhaitais. Donc hier je vous faisais écouter un audio du camarade Sismondi qui faisait un constat froid de la décadence, de la décroissance de la société camerounaise. Et il se demandait qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je voulais organiser un débat là-dessus. Je ne sais toujours pas. Bonjour RC Banguet, bonjour Lisette Angoula, bonjour Désiré Monenguele. Bonjour Désiré. Vous êtes les premiers, vous avez partagé bien sûr. Oui, ce constat m'a un peu refroidi. Vous avez dû remarquer que je n'étais pas comme d'habitude parce que je me demandais comme lui ce qui a bien pu se passer. Est-ce que ce sont des parents qui ont abandonné leur responsabilité? Je ne sais pas. Parce que vous savez en fait que statistiquement la présence d'un père est très importante. Et je pense qu'avec l'avènement des nouvelles technologies ou des réseaux sociaux, il y a beaucoup de parents qui ont abandonné leurs enfants, qui laissent leurs enfants faire leur éducation eux-mêmes. Et bien du coup ça donne en fait ce que nous constatons tous, hein, une société qui va à l'envers, quoi. Une société qui fait n'importe quoi, une société qui... Il y a une corrélation directe entre l'abrutissement des gens et l'abandon de leur père. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui risque d'être une catastrophe en chaîne. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été abandonné et qui n'a pas été vraiment pris en charge par son père présente quelques lacunes. Ce gars-là, à son tour, il va faire un enfant. C'est très dangereux. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, où vous voyez quand même, vous avez quand même l'impression... que les gens qui sont nés dans les années 90, 2000, il leur manque clairement quelque chose, quoi, parce que... Et quand vous regardez les parents derrière, vous vous dites, ouais, c'est les parents de ceux qui ont été abandonnés. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'abandon de responsabilité dans les années 70. C'est-à-dire que nous, dans les années 90, on était éduqués par des parents nés dans les années 50. Et puis, bah, on dirait que dans les années 60, dans les années 70, il y a des parents qui sont nés, qui ont abandonné leur responsabilité et qui ont fait des enfants dans les années 90. Et bah, ça a donné en fait ce qu'on voit là. C'est-à-dire des jeunes qui sont complètement en perte de repères, qui ne savent même plus distinguer le bien avec le mal, qui se lèvent le matin en faisant toutes les pires horreurs qui puissent exister, mais trouvent toujours un coupable bien désigné qui porterait le chapeau à leur place. Regardez, vous voyez, quand je vous dis que la basse, c'est un laboratoire typique, vous dites, ah ben non, il s'acharne sur la basse parce qu'il n'a que la basse. Je vous faisais hier la remarque suivante. En Afrique, le noir n'est jamais responsable. Putain, j'ai mal à l'œil là ce matin. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique, le noir n'est jamais responsable de rien. C'est le président de la République qui est responsable, ou alors le colon français. C'est-à-dire qu'on vous éduque avec ça. Moi j'ai 38 ans, donc j'ai 38 ans. Je suis né exactement quand Paul Biya est arrivé. Et certainement avant la plupart des dirigeants de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Ouattara, Ibeka, Idriss Déby, président de la République centrafricaine dont je ne connais pas le nom, Ali Bongo, Sassou Nguesso, je ne sais pas si Obiang Nguema était là avant, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas très bien l'histoire de la Guinée équatoriale, donc je ne connais pas pour Teodoro Obiang Nguema. Mais j'étais là avant. Il ne me souvient jamais avoir entendu un chef de l'État de l'Afrique francophone
faire un discours de fin d'année pour dire, écoutez mes chers amis, je suis dos au mur, j'ai les mains liées. Voilà la politique que je m'apprêtais à appliquer, qui allait bénéficier à tous les Africains, à tous les Camerounais. J'ai été empêché par la France, le colon. Je n'ai pas encore un président qui soit venu dire ça. Mais vous savez, il y a toujours ce côté paternaliste chez l'Africain qui est toujours de vouloir penser à ta place, puisqu'ils ne savent pas ce que ça sert. On ne sait pas ce que ça veut dire penser par soi-même, réagir par soi-même. En fait, ils n'ont que la logique de bande, de groupe. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous avez une phrase qui ne correspond pas à ce que disait le groupe, je vais vous dire une chose, hein. Ceux qui, comme moi, ont déjà eu l'occasion de visiter le musée des droits civiques à Memphis, consacré à Martin Luther King et à ses amis, comme le révérend Jesse Jackson, vous allez constater que quelqu'un comme Martin Luther King, il n'était pas très célèbre chez les Noirs de son vivant. Je pense que c'est sa postérité qui l'a rendu bien plus célèbre qu'il ne l'était. Mais bizarrement, beaucoup de propos de Martin Luther King, je me retrouve dedans, mais je ne retrouve pas ces propos dans ceux aujourd'hui qui, au nom d'une lutte racialiste, prononcent les noms des gens comme Martin Luther King en disant qu'ils se sont battus pour l'égalité. Moi, je ne retrouve pas. Moi, je ne retrouve pas. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que le noir, quel que soit le continent où il se trouve, il a toujours su trouver un responsable à ses propres turpitudes et jamais lui-même. C'est jamais lui. Vous prenez un Camerounais qui a raté sa vie, à petite échelle, il va accuser Paul Biya, et à grande échelle, il va accuser le colon français. Et à aucun moment, il ne te dit, voilà ce que moi j'ai fait pour réussir, et voilà pourquoi je n'ai pas réussi à tel niveau. Moi, je connais beaucoup de gens diplômés au Cameroun qui ne travaillent pas, mais ils n'accusent pas Paul Biya, ils accusent les hommes camerounais. C'est la mentalité le problème. Moi, j'ai beaucoup de gens au Cameroun qui ont des diplômes, qui ont des compétences, et qui n'arrivent pas à travailler. Mais ces gens, ils n'accusent pas la France. Ils n'accusent pas Paul Biya. Ils accusent des hommes qui constituent le Cameroun. Ils accusent des gens qui recrutent et qui ne veulent pas payer. Ils accusent des gens qui appellent un gars qui a une licence en droit pour lui proposer un boulot payé à 40 000 par mois. C'est même pas le prix de sa pension annuelle. Ça, c'est ça. Voilà le problème du Cameroun. Et ça ne peut pas être Paul Biya. Quand vous créez une société qui roule avec une BMW, regardez les voitures qui roulent au Cameroun. C'est bien le signe que ces patrons font du chiffre. En France, le patron de ma société ne roule pas en BMW X6. Pourtant, il est quand même patron d'une société cotée au CAC 40. Je dis là où je travaille, le chef de là-bas ne vient pas en BMW X6. Si je me balade dans le parking avec vous, vous n'allez pas voir les voitures qu'on voit au Cameroun. Je vous dis, si vous voulez, tout à l'heure, j'arrive au boulot. Je garde ma voiture, je prends le téléphone. Je me balade sur le parking. Vous n'allez pas voir une BMW X6, vous n'allez pas voir une Hummer. Mais vous allez sur le parking du patron d'une entreprise au Cameroun, vous voyez une Hummer. Ben, c'est le même patron qui prend son téléphone, qui appelle quelqu'un qui a un master en finance et lui propose un boulot payé 40 000 francs par mois. Est-ce que là, c'est la faute à Paul Biya? Il y a bien une loi du travail au Cameroun, mais qui n'est pas respectée, comme il y a un code fiscal au Cameroun, qui n'est pas respecté, là encore, par les hommes. Vous allez dire, oui, il faut engager les gens pour sévir, mais vous-même, quand on vous impose des règles, est-ce que vous comprenez? Par exemple, sur ma page, j'ai déjà dit plusieurs fois que vous avez le droit d'être en contradiction avec moi. Je dis bien, vous avez le droit d'être en contradiction avec moi. Vous avez le droit de ne pas partager le même point de vue que moi. Mais il faudrait que dans votre commentaire, vous soyez pertinent, de façon à ce que ceux qui regardent, vous leur apportez quelque chose. Si votre seul commentaire, c'est de venir m'insulter, en quoi est-ce que vous aidez les 100 autres personnes qui regardent autres que vous? Moi, je vous pose la question. Quand je vous bloque, vous êtes incapable de vous remettre en question. Vous dites, ah non, Serge, je ne supporte pas les gens qui ne pensent pas comme eux. Bah non, c'est pas ça la question. Je suis le gars qui met la plupart du temps une ligne téléphonique pour dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui a des arguments, appelle. Très souvent, j'ai quelqu'un qui appelle, qui dit, Anango, tu es vraiment un abruti. Mais il a contredit en quoi? Le problème, c'est que vous choisissez dans une action de ne restreindre que ce qui vous arrange. Par exemple, je vous dis depuis des années que je suis ingénieur. Il suffit que je fasse Blablacar de temps en temps. Pourquoi on me réduise à Blablacar? On dit, ah, il dit qu'il est ingénieur alors qu'il fait Blablacar. En fait, vous me réduisez à ce qui vous arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux avoir 150 gars
qui vont venir témoigner de mes performances lithiques, si on veut. Mais vous allez vous limiter à Fleur de Lune qui dit Serge Anango Kikinet. Ça, c'est votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on vous bloque parce que vous êtes bête, parce que vous n'apportez rien et vous voulez perturber le débat, vous cherchez des faux prétextes du type « Oh, Serge, tu ne supportes pas la contradiction, et gna 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 gna. » Voilà. Donc déjà, vous-même, quand on vous applique la rigueur, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est vous les premiers à dire que non, le tort de Paul Biya, oui, ok, les hommes déconnent. Mais le tort de Paul Biya, c'est de ne pas se doter des hommes capables de faire appliquer la loi. Mais quand on a des administrateurs sur ma page qui appliquent la ligne directrice de Serge, à savoir, tu es impertinent, tu dégages. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu penses que j'ai le même t-shirt tous les jours, ou que je porte la même chemise, ou que je ne porte pas des chemises de marque? C'est pas pour ça que je me mets en direct. Je me mets en direct pour parler d'idées, tu n'en es pas capable, tu dégages. C'est la règle. C'est la règle. Mais vous n'êtes même pas déjà capable de l'intégrer. Voilà quelqu'un qui met une ligne de téléphone, vous avez des gens qui disent, oh, qui va débattre avec toi? Hein? Qui va débattre avec toi? Personne n'a ton temps. Mais en attendant, tu es là sur ma page tous les jours, même à regarder les différés qui sont projetés la 20e fois, la plupart des vidéos que vous voyez là en cours de route. C'est des différés. Ça permet à ceux qui n'ont pas vu le jour où j'ai diffusé de les revoir. Mais vous venez toujours dessus avec des commentaires débiles. Allez regarder les commentaires sur ces différés-là. 9 commentaires sur 10 sont impertinents. Oh, il n'a que 70 vues. Ah, la chute de ça. Ah, ben voilà. Regardez. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la pertinence d'un propos et le nombre de personnes qui écoutent le propos? Non, il n'y a pas de corrélation. Sinon, les prêtres seraient les plus pertinents. Parce que je pense encore que les religieux, les chefs religieux sont ceux qui sont encore le plus écoutés sur cette planète, mieux que les scientifiques. Si on écoutait plus les scientifiques, les philosophes, que les chefs religieux, le monde ne serait pas le même. Le monde ne serait pas le même. Mais ces gens-là sont plus écoutés pour quel résultat? Les gens qui sont incapables de vous mettre dans une église pour vous dire, écoutez les gars, la Bible dit certes des conneries du genre, il ne faut pas cuire un agneau dans son propre, un agneau dans le lait de sa propre mère ou je ne sais pas trop quoi, là, des conneries comme ça. Au lieu de réunir les gens et de dire, écoutez les mecs, bien que Dieu ne parle pas du microbe dans la Bible, quand ça se fait que Dieu écrit la Bible, il ne parle pas du microbe. Dieu écrit la Bible, mais il ne fait mention nulle part des microbes. Un Dieu serait bienveillant. Vous demanderez de laver les mains avant de manger. Vous demanderez de vous protéger quand il y a des grosses catastrophes sanitaires. Vous demanderez d'éloigner les ordures loin de la maison. Vous demanderez de nettoyer votre quartier. Vous demanderez d'être propre. Vous demanderez de soigner votre environnement pour mieux vivre. C'est ça un Dieu bienveillant. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui correspond à l'hygiène. Or, c'est l'absence d'hygiène qui tue la plupart du temps. C'est l'absence d'hygiène qui tue. Il n'y a pas de verset biblique là-dedans. Vous voyez, vous êtes écouté par des gens qui vous racontent des conneries. Oh, forniquer n'est pas bien. Ben non, forniquer tue beaucoup moins que d'être sale. Je suis désolé pour vous. Ne pas laver ses mains. Vivre dans un environnement sale tue plus que forniquer. Mais vous voyez, c'est écrit des conneries comme ça dans la Bible. Oh, l'adultère n'est pas bien. Bah, excuse-moi, avoir plusieurs nanas tue beaucoup moins que de vivre dans un environnement sale. Posez-vous la question sur le taux de mortalité infantile en Afrique. Pourquoi les enfants meurent? Il y a plus d'enfants qui meurent en Afrique que partout ailleurs. L'Afrique, c'est encore la partie du monde où il y a le plus de mortalité infantile. Où un enfant a le moins de chances d'arriver à l'âge adulte. Il y a une corrélation entre la façon de vivre et celle-là. Vous mettez ça sur le compte des traditions. Mais attendez les gars, si vous avez des traditions qui tuent vos enfants, il serait quand même temps de les changer un petit peu quand même. Non, ça vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça. Ça, vous n'avez pas envie d'entendre. Ça, vous n'avez pas sûr, vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer. Donc vous voyez donc que vous-même vous demandez une certaine rigueur à Paul Biya, que si on applique avec vous, ça ne va pas vous plaire. Quand on est rigoureux avec vous, ça vous brutalise. Vous savez, un jour, un jour, je crois en 2015, il y a un gars qui avait créé un forum qui s'appelait « Le Cameroun, c'est le Cameroun qui gagne ». Je ne sais pas comment il s'appelle. Un Bamileke. Le gars était venu me dire « Non, Serge, tu as un nouveau type de Camerounais. » À une époque, pour communiquer et répandre ses idées, il fallait être dans un forum. Quand on te chassait d'un forum, pour la plupart des Camerounais, c'était vécu comme un handicap. Et c'était souvent l'objet du chantage. C'est-à-dire qu'on utilisait les forums pour faire chanter les Camerounais. Donc, par exemple, quand on était à LCCLC de Mathieu Youbi, ils nous ont chassés. Et donc, on pensait que quand on te chasse d'un forum, tu es fini. On m'a chassé de tous les forums. Parce que les Camerounais n'aiment pas la vérité. On m'a chassé de tous les forums. Tant RDPciste chez Claude Abaté que MRciste chez Mathieu Youbi. Parce que les Camerounais n'aiment pas la vérité. Ce gars-là donc me dit,
Non, ce n'est pas normal. Les Camerounais, ils n'aiment pas la vérité, mais toi, Serge Anango, tu es un nouveau type de Camerounais. Je suis en train de créer un forum, j'aimerais que tu prennes la charge en tant qu'administrateur. Ok, très bien. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai jeté la charte. Je crois que la charte avait été écrite par un avocat canadien, un avocat du Canada qu'on appelle John Gambi, ou Joseph Gambi, je ne sais plus trop. Celui qui avait écrit la charte de ce forum-là. J'ai supprimé les bêtises, les chartes à la con, qui ne demandent pas aux gens d'être pertinents, qui ne demandent pas aux gens de réfléchir avant de parler, qui n'ont que pour seule condition, il faut être poli, il faut respecter le point de vue de l'autre. On respecte le gros cul de vos mamans sur ça. J'ai chassé les bêtises, j'ai écrit une charte, expliquant ce que c'est qu'un argument, expliquant ce que c'est qu'un raisonnement, et disant que chaque commentaire doit se conformer à cette charte-là. Tout propos diffamatoire, dégage. Voilà. Ça y est, tu fais une affirmation, tu ne peux pas prouver, tu dégages. C'était ça ma charte. Mais les gars étaient motivés et tout. Les gars disaient, ouais, enfin un forum vraiment. Mais il y avait, puisqu'il y a des gens qui demandaient, c'est là où le gars a compris que, mais dis donc, il y a des gars qui sont quand même demandeurs du bon sens. On a souvent l'impression que la société est dictée par des pleurnicheurs et des chialeurs. Le mec était surpris de voir comment les gars étaient motivés, excités pour dire, oui, avoir un Anango comme administrateur, ça ne va pas blaguer, ça ne va pas lâcher. Donc, c'était ça. Je disais, tu peux insulter un connard s'il mérite qu'on l'insulte. Il est insulté, point barre. Voilà. Si vous ne voulez pas être insulté, vous construisez une argumentation logique et cohérente. Maintenant, si on vous insulte gratuitement, uniquement en raison de votre point de vue qui est différent, mais uniquement en fonction de ça, point de vue que vous avez pris le temps de motiver, mais c'est la personne qui est chassée. Donc, c'était du bon sens. J'avais barré toutes les chartes à la con qui dit Bacham Bidule. Tu fais une proposition diffamatoire, une proposition sans preuve, tu es dégagé. C'était ça. Et les gars réfléchissaient avant de parler. Je voyais les gars faire les pauses pour dire, gars, j'ai moi-même peur de commenter ici, hein, parce que le flic qui est ici, là, il ne blague pas. Je te dis, moi, je me souviens, j'étais même dans un forum qu'on appelait Pourquoi, créé par un gars qui s'appelait Jean-Baptiste Essissima, alliance Kunkuma Dongola. Ce forum s'appelait Pourquoi. Mais j'avais sémé une terreur là-bas que, quand je faisais un post, personne n'osait commenter. Parce que tu venais même me faire un compliment, tu devais justifier le compliment. Tu ne justifiais pas le compliment, je te traquais. Mais les gars ont dit que, mais c'est qui ce gars-là que tu viens même lui dire, tu viens même lui faire un compliment, le gars t'agresse. Bah oui, moi j'ai pas envie de compliments gratuits, j'ai pas envie que tu me dises que tu parles bien Serge, alors que tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Je veux savoir si tu as compris ce que j'ai dit. Je veux m'assurer que tu as compris. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas et vous prêtent des intentions et un matin vous qualifient de traître alors qu'ils n'avaient juste pas compris. C'est comme par exemple tous ceux qui venaient me dire, oh Serge, vraiment, tu es un gang combattant, tu es ceci, machin, bidule. Mais si je leur avais dit spécifier vos propos, je pense que j'en aurais dégagé plus d'un. Si certains me qualifiaient de grand combattant, soi-disant, parce qu'ils pensaient que je détestais Paul Biya aussi intensément que, ben, je pense que j'aurais dégagé tous ces gars-là pour dire, attendez les gars, il y a erreur sur la personne. Hein. Je crois que vous plantez royalement. Hein. Je ne suis pas dans un combat de haine contre Paul Biya. J'aurais réglé le problème depuis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on n'a pas réglé ça à temps, ça fait que le jour où j'ai dit, non, attendez les mecs, chasser Paul Biya ne veut pas dire tout accepter, que les gars réalisent en fait que bah, finalement vous êtes différents. Ils ont réalisé la différence qu'il y avait entre eux et moi à ce moment-là. Et une différence entre eux et vous signifie inéluctablement que vous êtes un traître. Et donc d'où le nouveau baptême, mon nom de baptême de traître, sardinard, sanguinaire. Regardez vous-même. Vous n'êtes même pas foutu d'avoir une rigueur intellectuelle, d'avoir une rigueur morale. Et vous êtes les premiers à dire que le tort de Paul Biya, ce n'est pas... Mais si Paul Biya met des hommes comme moi devant vous, mais vous allez le détester encore plus que vous le détestez maintenant. Parlant de ce forum-là, qu'est-ce qui a occasionné la rupture entre ce monsieur et moi? Donc tout allait bien. Les gars ne commentaient pas n'importe quoi. Quand quelqu'un, avant de faire un post là-bas, les gars réfléchissaient 10 fois. Et c'était des posts propres, intelligents, qui poussaient à la réflexion. Il y avait très peu de commentaires, mais c'était des commentaires de raisonnement. C'était des gens qui... Donc quand tu arrivais sur un post, tu repartais quelque chose. Et je dois vous dire moi-même, ça a permis aux gens, qu'on n'entendait pas beaucoup, de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période. Mais inutile de vous dire que ça n'a pas duré. Parce que, éclaté à la fin, Mathieu Youbi, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Mathieu Youbi, je vous dis, celui qui avait volé l'argent, détourné l'argent d'un orphelinat. Donc quelques jours plus tard a éclaté cette affaire. Et il se trouve que Mathieu Youbi était l'ami de l'administrateur de ce forum. Ce monsieur a donc voulu jouer sur le fait que j'étais administrateur dans son groupe pour m'obliger à ne pas aller loin avec l'affaire Mathieu Youbi. En fait, on appelle ça dans une république influencer sur le déroulé d'une enquête. Voilà. Vous savez, comme vous êtes ministre de la Justice, c'est le procureur qui circonscrit
la définition d'une enquête, puisqu'on sait que le juge d'instruction est très indépendant. Hein. Un juge d'instruction indépendant, il n'obéit qu'à l'enquête. Par contre, le procureur obéit au ministère de la Justice, qui lui obéit au pouvoir. Vous voyez? Donc le parquet, c'est l'État, d'une certaine manière. C'est le ministère public. Donc, un procureur peut influencer sur une enquête en circonscrivant le domaine d'action du juge d'instruction, puisque c'est lui qui cadre le déroulé de l'enquête. Et une fois qu'il a cadré le déroulé de l'enquête, il n'a plus la main. Mais, donc, ce monsieur a voulu donc influencer sur moi pour me dire, non, mais Mathieu Hubi, c'est mon ami, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Parce que les gars savaient que quand j'attrape une proie, je ne lâche pas. Donc, le mec a voulu influencer là-dessus. J'ai dit non. Mathieu Hubi, il doit rendre des comptes. S'il a volé l'argent des orphelins, il doit s'expliquer et il doit rendre cet argent. Donc si tu aimes beaucoup Mathieu Hubi, tu ferais mieux de l'appeler pour lui demander de battre les dos au lieu de venir me demander de ne pas le fumer. Le gars m'a move de son forum. Voilà le gars qui avait fait des éloges pendant 3 semaines pour annoncer ma venue tonitruante sur un forum. En 2015, hein, c'était en 2015. Puisque l'affaire Mathieu Hubi date de 2016, 21 février 2016. Donc on est vers fin 2015. Le gars fait une annonce fracassante, tonitruante. Donc en décembre, donc je prends les rênes du forum que je n'ai gouverné que pendant 1 mois et demi, jusqu'à l'affaire Mathieu Hubi. Je rappelle que pendant la même période, on a eu Claude Abaté et Bona qui s'affrontaient. J'ai utilisé ce forum-là pour sabater Claude Abaté correctement. Ça ne le dérangeait pas. Et puis quand c'est tombé sur Mathieu Hubi, subitement c'était un problème. Et à l'époque, quand vous fumiez un gars de l'opposition, vous ne traitez pas de sardina. Au jour d'aujourd'hui, c'est la politique, les gens sont devenus bêtes. Les gens qui disent que Maurice Kamte leur a ouvert les yeux sont devenus encore plus stupides qu'ils ne l'étaient avant. Parce que si aujourd'hui j'attaque Mathieu Hubi, on va me dire que j'attaque Mathieu Hubi au compte des sardinas. Et si j'attaque les sardinas, on va dire que je fais simplement ça pour qu'on ne dise pas que je suis sardina. Voilà. À l'époque, je tirais dans les deux camps comme je fais aujourd'hui. Je tirais sur les deux camps. Je tirais à la fois sur Mathieu Hubi et Claude Abaté. Donc ce monsieur m'a viré de son forum parce que j'ai refusé de céder à son chantage. Voilà donc quelqu'un qui m'a recruté pour mon extrême rigueur et qui m'a justement viré parce que j'étais extrêmement rigoureux. Vous comprenez que ce n'est pas Paul Biya le problème. C'est le Camerounais le problème. C'est le Camerounais qui a un problème avec l'autorité. Il a un problème avec la rigueur. Il a un problème avec ce qui est strict. Quand vous êtes trop strict, ça devient un problème. Et c'est donc là où arrivaient mes malheurs avec la base. Mes malheurs dans la base sont arrivés du fait que je n'étais pas prêt à négocier avec quoi que ce soit. Je ne laissais rien passer. Vous pensez que tous les scandales là, qu'on voyait là, ça n'aurait pas pu persister. Les mecs, au bout d'une tentative, auraient compris que non. Avec Serge en place, on ne vole pas l'argent. Mais au lieu de ça, comme tout le monde était pourri, comme tout le monde souhaitait être un peu libre, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas parler quand j'étais là. Bon, comme ils souhaitaient avoir la parole, chacun voulait aussi être sa passe-star pour les directs. Donc les gars m'ont liquidé, tranquille. Du coup, vous avez vu tous les hybrides. On a vu des Winnie Savannah commencer à faire des directs. Alors, c'est des femmes qui n'ont rien à dire. On les a vu commencer à faire des directs alors qu'elles n'ont strictement rien à dire. Ben voilà, c'est exactement ce que vous avez voulu. Et une fois que vous faites ce choix, vous n'êtes même pas foutu de l'assumer. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de laisser des racailles, des raclures, parler au nom des Camerounais qui étaient désireux d'un changement. Vous avez laissé ceux qui incarnent justement ce qu'on combat, parler au nom du changement. Vous avez laissé tout ça au nom du changement. Eh bien, le problème c'est que quand vous échouez, si au moins vous aviez une dignité, de dire ok, on a fait un choix, on assume. Mais même ça, vous n'êtes même pas foutu d'assumer, vous venez encore m'insulter. C'est le truc que je n'ai pas compris sur vous. Vous pensez que quand quelqu'un quitte votre groupe, il n'a plus le droit de parler? J'ai le droit de parler. Vous avez juste le droit, vous avez juste le devoir de continuer à être concentré sur votre combat. Il me semble, non? Il me semble. Vous pensez que quoi que dit que oh, Kikinette, traite, machin, ça m'empêcherait de parler? Non, j'ai le droit de parler. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous qui avez échoué, vous avez fait un choix qui n'a pas payé. Vous avez fait un choix qui s'avère, qui est un échec cuisant. Mais vous êtes encore les premiers à venir m'attaquer sur ma page. Vous n'êtes même pas responsable. C'est-à-dire que où est la responsabilité donc? Où est donc la responsabilité? Où est donc la responsabilité? Je vous pose la question. Où est votre part de responsabilité dans votre échec? À quel moment vous dites nos choix stratégiques ont été merdiques et vous dites qu'on va changer? Vous voyez que vous n'avez pas le disque dur de la remission en question. Vous n'avez pas ce disque dur-là.
Il faut toujours que ce soit l'autre le responsable de vos problèmes. Au Cameroun, c'est bien le responsable. Ceux qui sont en France, c'est la colonisation le responsable. Ceux qui sont aux États-Unis, c'est le racisme le responsable. Et vous voyez, quand on éduque les Camerounais à ne plus être responsables, ça donne des parents qui abandonnent leurs enfants deviennent des voyous et ils accusent Paul Biya. Le même gars qui a abandonné son enfant est le premier qu'il attrape un gars qui a volé la tomate, il le tue. Il est en train de vendre le macabo. Quand il finit de vendre son macabo, il va rester au bar, il boit toute la nuit, il rentre, son enfant le voit peut-être une fois par semaine. Son enfant le voit une fois par semaine. Cet enfant finit voyou. Il oublie que son enfant est voyou. Il voit un autre enfant au marché, là, quand il est en train de vendre son macabo. L'enfant a volé un macabo parce qu'il avait faim. Il appelle tout le marché de tabasser cet enfant et de le tuer. Il appelle tout le marché de le tuer. C'est bien ça le véritable problème. Donc vous n'avez pas le sens de la responsabilité. Ça donne un Cameroun décadent, un Cameroun qui est en pleine décroissance, un Cameroun qui est en chute vertigineuse, où les valeurs sont inversées, où c'est les truands qui sont les plus appréciés. Il suffit de regarder Facebook. Moi, ça m'a souvent fait rire quand j'entends certains Camerounais parler du Rwanda. Ça me fait souvent rire. Parce que le problème, c'est que ce que vous oubliez dans votre comparaison, c'est qu'un Camerounais n'est pas un Rwandais. C'est bien de comparer le Rwanda qui a eu la guerre en 1994 pour dire que le Cameroun qui n'a pas connu de guerre pouvait faire mieux. C'est bien ça, c'est bien ce que j'essaie de vous montrer. Que c'est les hommes qui font un pays. Si vous avez des hommes pourris, si vous avez des hommes pourris dans votre pays, vous aurez un pays pourri, quel que soit le potentiel que vous avez. Un grand philosophe camerounais qu'on appelle Jean-Pierre Sommet disait ceci. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Jean-Pierre Sommet disait qu'à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Eh bien, si vous donnez un pays prospère à une bande d'insensés, ben ça ne sert à rien. Vous donnez un pays inhospitalier. Vous donnez un pays inhospitalier, regardez le parking. Vous avez vu une Hummer quelque part là, regardez toute l'entreprise. Vous avez vu une Hummer quelque part là, regardez. C'est que les voitures simples. Hein. Vous avez vu une Hummer, voilà. Donc c'est pour vous dire en fait que, voilà, la personne qui est responsable de cette division où je travaille a sous sa responsabilité au moins 600 hommes. Et je suis celui qui roule en Dacia Duster. C'est ça le sens des responsabilités. Donc j'étais en train de vous dire que c'est cette absence de responsabilité-là qui conduit aux gens aujourd'hui. Ouais, donc je parlais du Rwanda, je disais qu'en fait, j'entends souvent les Camerounais parler du Rwanda, dire que oh, en 1994, le Rwanda était en guerre, aujourd'hui le Rwanda est ceci. Ben oui, il y a beaucoup de pays, hein. Regardez la France. Ils ont été bombardés par les Allemands. Vous regardez des villes comme Caen, Nantes, Saint-Nazaire et Brest. C'est des villes qui ont été toutes reconstruites de A à Z. Ils ont été bombardés par les Allemands, par les nazis. Ils sont tous reconstruits. C'est-à-dire que vous donnez un pays prospère à une bande d'abrutis, mais ils n'en feront rien. Vous donnez un pays inhospitalier à des gens doués, ils vont vous en faire un paradis. Allez regarder Palm Springs. C'est Ahmed Ahmed, c'est mon ami Ahmed Ahmed qui dit souvent ça, que vous prenez un gars comme Donald Trump, vous lui donnez une partie du désert du Sahara, il vous transforme ça en paradis. Allez regarder Palm Springs. Palm Springs, c'était un endroit désertique. C'est-à-dire que c'est plus sec là-bas que Garoua. Ben, vous arrivez là-bas, toutes les pelouses sont vertes. Les baraques qu'il y a là-bas, les piscines, les lacs, les golfs et tout. C'est ça quand on a des gens qui sont bâtisseurs. Moi, j'ai souvent pris des villes équivalentes aux États-Unis pour comparer avec des villes au Cameroun. Vous regardez certaines villes, dans l'État, par exemple, dans les États comme le Tennessee, dans les États comme... attends, putain, j'oublie cet État-là. Ah, putain. Le Nebraska, voilà, c'était le Nebraska. Vous regardez des États comme le Nebraska, vous comparez la population, ça correspond à une province au Cameroun. Vous regardez la plus grande ville du Nebraska, je crois, c'est Gasper, je ne sais plus, ou Jasper, j'ai oublié. C'est à peu près la même population que Fumbote. Et quand vous regardez cette ville-là d'en haut, vous regardez Fumbote d'en haut, ce n'est pas pareil. Donc ce n'est pas, c'est la qualité du citoyen qui fait une nation. C'est parce que les Américains sont ce qu'ils ont des dirigeants comme ceux qu'ils ont. C'est parce que vous, les Camerounais, vous êtes ce que vous êtes, que vous avez des dirigeants comme ce que vous avez.
Le jour, mais vous êtes toujours en train d'inverser. Vous êtes toujours. Vous êtes toujours en train d'inverser les choses. Vous inversez toujours les choses de façon à n'avoir aucune responsabilité dans le déroulé des actions. Bonjour. Donc vous êtes toujours en train d'inverser les choses. Vous n'êtes jamais responsable de rien. Et donc c'est ça le véritable problème. Et c'est ça qui conduit à la décadence du pays. Je pense que les Camerounais, quand vous faites des choix, il faut savoir assumer. Par exemple, moi, si j'avais écouté mon père, il y a fort à parier que je ne serais pas où je suis. Mon papa voulait que je fasse la A. Parce que mon papa, qui était policier, voulait que je sois plus que lui. Mon papa, il ne connaissait pas les métiers comme ingénieur. Il connaissait les métiers comme sous-préfet, juge, substitut du procureur et machin. Donc quand je quitte la troisième pour aller en seconde, je suis à la fois aussi bon en maths qu'en littérature. Et donc je peux aussi bien faire la A que la C. Et mon papa voulait que je fasse la A parce qu'il voulait que je tente l'ENAM. Le problème, c'est que choisir une filière pour miser sur un truc spécifique qui a très peu de chances d'arriver, pour moi, ça n'avait pas de sens. Alors qu'en fait, et j'avais remarqué depuis, je crois, quand je faisais troisième, que la plupart des Camerounais qui s'en sortent à l'étranger, c'est des gens qui sont dans une discipline scientifique. Vous allez remarquer que beaucoup de ceux qui font la littérature s'en sortent beaucoup moins. Vous avez beaucoup moins d'avocats à Paris africains que d'ingénieurs à Paris africains. Donc, et pour moi, je vise ce qui est le plus probable, quoi. Je ne prends pas de risques. Donc, j'ai choisi de faire la C, ce qui a conduit au parcours qui est le mien. C'est-à-dire que moi, j'ai tracé ma route tout seul. Ce n'est pas mon père qui m'a dit, va faire mathématiques, qui m'a après dit, fais tel concours pour aller en France. C'est moi qui ai choisi ma route. Maintenant, si j'avais choisi la A, le concours qui m'a fait venir en France, je n'aurais jamais pu en bénéficier. Je n'aurais pas réussi ce concours-là. Parce que je ne pouvais pas le faire. Ce n'est pas destiné aux gars qui ont fait A. Imaginons donc j'avais choisi la A, je restais au Cameroun. Et aujourd'hui, j'avais raté ma vie. J'allais accuser qui? Paul Biya. En fait, c'est mon père qui m'a noyé. C'est mon père qui m'a noyé. Ce que je veux dire, c'est que la responsabilité de Paul Biya est limitée. Je n'ai pas dit que Paul Biya n'est pas responsable de quelque chose. Tu vois Zhao Ziang du Singapour, là, c'est toujours votre travail. Vous faites toujours ce qu'on appelle l'homme de paille. Prêter à quelqu'un des propos qui n'a pas tenu. Insister sur votre responsabilité à vous n'est pas déresponsabiliser Paul Biya. Insister longuement et sérieusement sur votre responsabilité à vous, ce n'est pas déresponsabiliser Paul Biya. Au contraire, c'est mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de gens qui insistent sur la responsabilité de Paul Biya. Vous n'avez pas besoin que je m'y mette aussi. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'habitude qu'on insiste sur votre responsabilité. Vous allez me donner 2 secondes, je vais déposer mon ordinateur et je vais faire un petit café. Je vais prendre un petit café, quoi. Et je suis à vous dans quelques secondes. Bonjour Fabienne. Salut. Bonjour. Ça va Richard? Je pense que regarde un peu la maquette par rapport à ma page. Oui. Pour dégager le truc qui fâche. Pour dégager le truc qui fâche, là, chez les aéroports comme ça, là.
c'est là. Sur le qu'il y a sur l'écran là. Ok, ça marche bien. Non, vous allez Je vais faire ouvre la maquette. Et alors, Julien, ça va pas là. Donc, je vais te montrer à quoi ressemble la liste des consommateurs que j'ai. J'ai vérifié, il m'a dit qu'à ce stade-là, ça suffit. Et que lorsqu'on aura les dates à chiffres avec potentiellement aujourd'hui, le système d'activation très lourd, détaillé. Peut-être avec ça, avant de pouvoir la remplir. ça me gêne ce blanc là. Elle a fait que des sons blancs. J'ai dit. Bonjour. 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 Il n'y a rien en fait. Même le lait, Le lait, je ne sais pas. Je peux vous dire pour oui, c'est ça. Claque le poids, il y a des gros sucres partout, il n'y a pas de sucre. Non, mais c'est pas de sucre. il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de café. Bon. J'ai du mal à... Il n'y a pas de sucre ce matin. Je prends mon cappuccino. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui me disait que, vous voyez en fait comment la plupart des Camerounais comprennent. Le mec, il a comme postulat de base que Biya est responsable de tout. Tu as beau donc insister sur la responsabilité des Camerounais qui, à mon sens, me semble plus importante par rapport à celle de Paul Biya. Il me dit donc que je me contredis. Et moi, ça me fait rire quand quelqu'un me dit à chaque fois que je me contredis. Parce que vous ne savez même pas ce qu'on appelle la contradiction. Vous ne savez même pas ce que c'est. Ouais, Singapour. Tu vois que quand quelqu'un a une contradiction qui est motivée comme ça, je ne le bloque pas. Tu vois que, est-ce que je t'ai bloqué? Voilà.
Et je t'ai expliqué que le Rwanda est différent du pays, du Cameroun, parce que les Rwandais sont différents du Cameroun. Moi, j'ai un collègue rwandais, quand je lui ai expliqué que dans nos réseaux sociaux, à nous, c'est les Flore de l'île et les Max qui sont célèbres, il m'a demandé quel était le background de ces deux-là. Je leur ai dit 0 diplôme. Il m'a dit quelle était leur profession dans la vie réelle. Est-ce qu'ils étaient créateurs de richesses? Je leur ai dit 0. Il m'a dit, mais comment de telles personnes peuvent être célèbres dans la tête des gens? Il y a un problème qui ne va pas dans vos mentalités. Là, vous avez la réponse entre la différence en Rwandais. Vous avez la réponse sur la différence qui est entre un Rwandais et un Camerounais. C'est qu'au Rwanda, le Rwanda, je vous dis, quand vous êtes intelligent au Rwanda, ils vous refusent le visa de sortie du pays. Non, mais moi, je n'ai pas dit que tu m'as vu être dans la défensive. Pourquoi tu commentes ma personnalité? J'ai voulu juste t'expliquer que voilà le genre de con. J'ai juste voulu t'expliquer que voilà le genre de contradiction que je cherche. À quel niveau je suis sur la défensive? Pourquoi vous aimez toujours commenter les personnes et pas les idées? J'étais précisé, je voulais répondre aux gens. Ce n'était pas à toi que je répondais. Je disais que la plupart du temps, je suis souvent attaqué par des personnes. Il fait chaud ici, là. Je vais me déplacer. Il fait très chaud ici. Je vais aller m'asseoir quelque part où c'est plus frais pour finir mon petit café, moi. Excusez-moi, il fait tellement chaud dans ce local. On respire à peine, quoi. Moi, 2 petites secondes. Ah, ça chauffe. Voilà. Ah, putain. Ici, on a la fraîcheur. Donc, je tente d'expliquer que tu as pointé un point sérieux que j'ai commencé, je n'ai pas fini. Effectivement, la différence qu'il y a entre le Rwanda et le Cameroun, en fait, c'est au niveau de la population. Donc, je disais que quand j'explique, parce que beaucoup de gens parlent du Rwanda, mais ils n'ont jamais causé avec un Rwandais. Moi, j'ai eu des collègues rwandais, botswanais et libyens. Alors, à chaque fois, j'aime bien vérifier que ce que nous pensons, nous, au Cameroun, correspond à ce qu'eux, ils pensent, eux, parce qu'ils sont les mieux placés à vivre. Ils sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils ont vécu. Vous ne supporteriez pas, vous, en tant que Camerounais, qu'un Congolais vienne vous imposer que telle personne est bon président pour vous et telle autre personne est mauvaise. C'est d'ailleurs ce que vous faites à chaque fois à la Libye. C'est-à-dire que la Libye, en fait, c'est le reste des Africains qui parlent mieux que les Libyens, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et que le reste des Africains parlent de la Libye mieux que les Libyens. Je n'ai pas encore vu un Africain qui veut parler de la Libye, qui interroge un Libyen sur son plateau. Je n'ai pas encore vu un Camerounais qui veut parler du Rwanda, qui interroge un Rwandais. J'ai déjà interrogé un Rwandais ici, alors c'est direct. J'ai déjà interrogé un Rwandais ici. Vous avez pu comprendre par son état d'esprit que le Rwanda, ce n'était pas le Cameroun. Le Cameroun donne plus d'importance aux gens qui n'ont pas de mérite. Ce n'est pas parce que l'État est comme ça, c'est parce que le Camerounais est comme ça. Au Rwanda, quand vous êtes très fort, vous demandez le visa pour partir étudier ailleurs, on te refuse le visa. On te dit, tu veux quoi? On te dit, viens, tu t'assois là. On te dit, tu veux quoi? Tu dis, je vais être ingénieur en génie civil. On te dit, ok, on te donne la formation ici, on te garantit le boulot. Vous faites ça au Cameroun? Non. Vous faites Polytech. Vous expliquez qu'il faut prendre 10% de Bassa, 10% de Betty, 10%. Mais tant pis si les 10% ne sont pas bons. Ce n'est pas la compétence qui prime, c'est l'ethnie qui prime. L'ethnie, c'est d'abord le premier critère. Quelle est la probabilité d'être réussi? Il faut d'abord un dixième par rapport à une province, plus la probabilité d'occuper le bon rang. Ça veut dire en fait que vous réduisez les chances des meilleurs, vous divisez les chances des meilleurs par 10. Vous divisez les chances des meilleurs par 10 parce qu'il faut d'abord appliquer le 1 dixième de la province avant d'aller chercher son rang par rapport à sa tribu. Faites un calcul de probabilité, vous allez voir. Je vous ai dit qu'avec moi, vous allez comprendre l'application de ce que vous faites à l'école. Ce n'est pas de causer scolaire. Moi, mes décisions, je les prends en me basant sur les probabilités. Et je me suis rarement trompé. Je me suis rarement trompé. Que ce soit dans mon boulot, que ce soit dans ma vie personnelle. Donc, quand moi j'ai expliqué à ce Rwandais là que sur le Facebook des Camerounais, les personnes les plus célèbres, c'est les Poufias. Vous connaissez quelle? Allez sur le Facebook des Rwandais, vous me dites s'il y a une Coco Emilia là-bas ou une Nathalie quoi. Ou une Flore de l'île. Allez, vous me dites. Commencez par là. Les gens qui sont les mieux au couteau rwandais, c'est les influenceurs intellectuels.
Mais ce n'est pas des poufias. Déjà, avant de comparer deux pays, comparer les peuples. Un Rwandais, ce n'est pas un Camerounais qui vit au Rwanda. Un Rwandais, c'est quelqu'un qui a sa propre culture, sa propre identité. Une identité qui lui permet de se reconstruire après une guerre. Alors que toi, le Camerounais, tu aurais passé ta vie à chialer, à dire « Oh, je suis pauvre parce que la guerre, je suis pauvre parce que la guerre est montée, parce que la guerre est descendue. » Tu aurais passé toute ta vie à justifier ton grattage à cause de la guerre que tu as subie. C'est ça la différence qu'il y a entre toi et le Rwandais. C'est que lui, il sort de la guerre, il se reconstruit. Les Français ont connu la guerre. Il est bloqué, Ers. Il est bloqué, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Les Français ont connu la guerre. Les Allemands ont connu la guerre. Ils ont été détruits. Ils ont retroussé les manches. Ils se sont reconstruits. Toi, le Camerounais, si tu connais la guerre, tu vas passer ta vie à regarder Fleur de Lys sur Internet, Marx, Sandy Boston, des gens qui ne peuvent rien apporter, qui n'apportent rien dans la réalité, qui ne peuvent donc rien t'apporter, mais tu vas les regarder parce qu'ils te ressemblent toi. Ils sont aussi inutiles que toi. Et après, tu vas l'accuser Paul Biya. Il est bien là le problème des Camerounais. Cette absence de responsabilité. Quand vous faites un choix, vous assumez. Quand vos parents vous inculquent la Bible, quelqu'un qui veut appliquer doctement la Bible, prenez un être humain. Le champ de possibilités, c'est 360. On va dire que c'est un angle solide de 360, de 4 pistes radians. On parle d'angle solide. L'angle solide, en fait, c'est l'angle en 3D. Donc, pour balayer tout l'espace, c'est 4 pistes radians. Quand vous êtes dans la religion, donc ça c'est le champ de possibilités. Dans ce champ de possibilités, il y a des opportunités honnêtes et des opportunités malhonnêtes. Il y a des opportunités honnêtes et pas morales, et des opportunités malhonnêtes mais qui sont morales. Vous voyez, il y a des opportunités que vous pouvez, qui sont malhonnêtes mais qui correspondent à la morale. Mais qui ne sont pas légales mais qui sont morales. Parce que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Virer une entreprise quand tu fais du bénéfice, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Voilà, par exemple. Donc, il y a des opportunités qui sont morales, mais pas légales. Et il y a des opportunités qui sont légales, mais pas morales. Ce qui est moral, mais pas légal, ça conduit à la désobéissance civile. Et ce qui est légal, mais pas moral, bah, c'est la loi, en fait, la plupart du temps. Elle est légale, mais elle n'est pas morale. Parce que la loi est d'abord faite pour protéger les gens, mais il peut toujours y avoir des effets pervers, parce que vous ne pouvez pas contrôler tous les degrés de liberté, en fait. Et donc, en fait, ce champ de possibilités-là, c'est limite à 4 pays. Vous pouvez tuer pour réussir, c'est vrai. Ça fait partie des possibilités. Mais quand vous êtes moral, vous vous limitez cela. Donc, on va dire, le champ de ce qui est moral, c'est limite. Le champ de ce qui est honnête et moral, on va dire, ça se limite à 1/4 de la sphère. 1/4 de la sphère, c'est-à-dire pi stéradian. Pas radian, mais stéradian. En 3D, on parle de stéradian. Dans ce quart de sphère, déjà qui est assez grand, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire 25% de possibilités pour réussir de façon honnête et légale. Ça va. C'est une probabilité quand même forte. Voilà. Là, dedans, la religion réduit encore votre champ de vision à un cône de peut-être 1/100 de stéradian. 1/100. Voilà la religion. Parce que votre parent vous a éduqué avec ça, la tradition. Ça vous met des œillères là, comme ça. Vous ne voyez que dans un petit angle tout petit. Un tout petit angle. Ça réduit vos opportunités. Quand vous ratez votre vie le soir de votre vie, quand le soir de votre vie vous la découvrez ratée, vous accusez Paul Biya. Alors que c'est le choix de votre vie, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que ton père t'a obligé à faire. Ton père t'a obligé à penser aux traditions. Quand tu vis en Europe, on t'explique que la tradition veut que tu construis un beau pays. Tu vis en Europe, tu vis en HLM. Parce que tu es en HLM, ça te fait plaisir. Puisque tu ne payes pas grand-chose en HLM. Tu te dis, bon, un crédit immobilier, je vais quand même rembourser 1000 € par mois. En HLM, j'arrive à traficoter, j'arrive à mentir, je peux payer que 300 €. Tu crois que tu es gagnant.
Tu prends 60 000 euros, tu vas construire une baraque au Cameroun. Une baraque qui ne perd qu'en valeur. Parce que tu vas la construire au village. C'est une baraque, une fois que tu la construis au village, tu ne peux plus rien en faire. Sa valeur, elle devient nulle. Je vais vous dire une chose. Entre une case super confortable, entre un duplex, je prends mon village à Fosso-Montien, entre un duplex et une case, il n'y a pas de différence. Mathématiquement, il n'y a pas de différence. La valeur financière, c'est zéro. Je ne peux pas vendre la maison de mon père à personne, à part un membre de ma famille, dont le champ de possibilité de vente est déjà limité. Et ensuite, le champ de possibilité d'acquisition aussi est limité. Donc, au final, valeur nulle. Vous allez construire un duplex au village qui vaut 100 millions. On dit, ah, il a construit dans son village, bravo, machin. Économiquement, ça n'a aucun sens. Cette maison, vous ne pouvez pas la vendre. On vit encore dans un pays où je veux dire, c'est l'identité. C'est-à-dire que quand vous êtes loin de la capitale, il n'y a que quelqu'un de ton village qui peut acheter ta maison. Et quelqu'un de ton village ne viendra pas acheter ta maison dans ta concession. Donc, à partir du moment où tu construis une belle maison dans ta concession, tu enterres la valeur de cet argent. Ça vaut zéro. C'est pour ça que quelqu'un qui vient se vanter devant moi avec une maison dans son village, pour moi, c'est un minable. Prenons la maison de Fosso-Victor. Sa maison de Fosso-Victor à Banjul, c'est combien? On va prendre un exemple simple. Je ne sais pas. Évaluons-la à 3 milliards. Sa concession au village, évaluons-la à 3 milliards. Voilà un héritage matériel dont les enfants ne pourront pas disposer. La valeur de cette maison, c'est zéro. C'est peut-être le jour où Banjul va se développer, qu'un promoteur immobilier, peut-être dans 50 ans, si ces maisons tiennent 50 ans d'ailleurs, parce que la qualité de construction des maisons au Cameroun est souvent à désirer. Admettons même que ces maisons ont été construites pour durer 250 ans. Si un jour la ville se développe, ça arrive à Banjul, un promoteur immobilier peut saisir l'opportunité de cette maison-là et de dire, bon, peut saisir l'opportunité de cette maison et de dire, je vais construire un lotissement avec et vendre plusieurs maisons. À ce moment, ça peut prendre la valeur. Mais à l'instant, toute la concession de Fosso-Victor à Banjul, ça vaut zéro. Zéro. Et je doute fort que ces enfants aient la possibilité d'entretenir. Moi, je regarde des riches du centre, dont je connais bien les familles. Il y a un commentaire qui est très pertinent de Monsieur Monet Boulou Yokombo. Bon. Il faut que je finisse mon café, je vais travailler. Je suis quand même payé pour bosser. Donc j'étais en train d'expliquer que la maison de Fosso Village ne vaut rien. Excusez-moi, je ne suis pas en train de pleurer. J'ai mal à l'œil. Je me suis levé ce matin avec une douleur à l'œil droit. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc je ne suis pas en train de pleurer, même si j'ai mal à mon Cameroun. J'étais en train de dire en fait que la maison de Fosso-Victor a dû coûter 3 milliards. Mais ce n'est pas parce qu'elle a coûté 3 milliards qu'elle vaut 3 milliards. Le prix d'une maison, c'est ce qu'on peut en tirer lors d'une vente. C'est pour ça que quelqu'un peut construire une maison à 50 euros et sa maison après prend la valeur, ça devient 500 millions. Ça dépend de ce qui se trouve là. Si je construis une maison sur un puits pétrolier et que j'ai le titre de propriété du terrain jusqu'au centre de la terre, ça veut dire que l'exploitant, pour me chasser de là, doit me payer. Il doit me payer en fait. Pour me chasser de là, il doit me payer. Et donc, il va me payer une valeur assez dissuasive pour que je ne me mette à me battre avec lui. Donc, la maison que j'ai dépensé 50 euros pour construire peut valoir 500 milliards. Mais vous pouvez construire une maison à 3 milliards au village, elle vaut que dalle. Moi, j'avais dit ça à mon oncle. Mon oncle, un jour, j'ai un oncle aujourd'hui décédé, père à son âme, qui un jour m'attaquait en me disant que sa maison au village dépasse celle de mon père. Et moi, je lui ai répondu simplement, mon cher tonton, ta maison dépasse celle de mon père, mais la seule transcendance qui est entre les deux, le seul dépassement qui est entre les deux, c'est au niveau du confort. Je reconnais que ta maison est plus confortable que celle de mon père au village. Mais en termes de valeur, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le confort, c'est la valeur. En termes de valeur, les deux maisons ont une valeur nulle. Tu peux vendre ta maison? Non. Voilà. La preuve, cet oncle est décédé aujourd'hui avec beaucoup de dettes. Et sa maison qui est au village ne peut pas être comptabilisée comme un patrimoine. C'est-à-dire qu'aucun huissier ne peut saisir cette maison puisqu'il ne pourra rien en faire. Déjà, vous voyez, la vérité, elle est là. C'est-à-dire que sa maison qui était à Yaoundé, il y avait des hypothèques dessus partout. Mais celle du village, il n'y a aucune hypothèque. Tu peux la saisir si tu veux, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Aucun huissier n'a saisi cette maison du village. Même si mon papa était endetté jusqu'aux dents en mourant, on aurait tout saisi peut-être sur mon père, on aurait saisi sa cabane qui est à Yaoundé. On n'aurait pas saisi sa maison du village parce qu'elle a une valeur nulle. Elle a une valeur nulle. Mon papa, il a des terrains au village.
Mais on n'aurait pas saisi ce terrain. Le terrain de mon père, le terrain que j'ai au Cameroun dépasse le terrain que j'ai en France. Le terrain qu'on a au Cameroun, le terrain que Platini c'est le successeur de mon père. Le terrain que Platini a au Cameroun dépasse le terrain qu'il a à Paris. Mais les valeurs. Ce terrain à Paris vaut 100 000 fois le terrain qu'il a au village. Et je dirais même une infinité de fois vu que la valeur elle est nulle. Je ne dis pas que le terrain est nul, c'est un beau terrain, c'est un terrain qui a une valeur symbolique importante pour nous vu que c'était un héritage. Mais valeur économique, valeur commerciale, nulle. Je ne suis pas attaché au sentiment, les gars. Je suis attaché au dos. Parce que quand vous êtes dans la merde, ce n'est pas le sentiment qui vous sort de la situation, c'est l'argent. Je ne suis pas en train de dire que je préfère l'argent à l'humain. Au contraire, vous me voyez, je suis quelqu'un de très simple. Mais il faut être réaliste. C'est l'argent qui vous sort de la merde. Je viens travailler tous les matins parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. Autrement, je resterai chez moi et je me nourrirai de mon sentiment. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur. Donc, il y a des personnes, donc, on vous éduque, vous arrivez en France, vous construisez une maison. Au lieu de construire une maison en France, tu prends 60 000 euros, tu prends le crédit de 60 000 euros, tu vas construire une baraque au village parce que tes parents ont dit construis d'abord au village. En attendant, tu es locataire en France. Tu vis là, tu vis là. Ta maison, en attendant, au Cameroun, elle se dégrade parce qu'il faut savoir que le problème du noir, c'est l'entretien. Il ne sait pas entretenir. La maison se dégrade, elle se dégrade, se dégrade. Après avoir vécu en France 20 ans, votre maison au Cameroun, elle est complètement à la ramasse. Fini. Vous, en France, vous n'avez que dalle. Vous avez passé votre temps à verser votre loyer. Au bout d'un moment, quand vos enfants grandissent et quittent la maison, vous n'êtes plus capable de justifier que vous êtes une maman en difficulté. Donc, on vous augmente votre loyer. Vous vous retrouvez, vous avez passé presque 20 ans en Europe. Vous avez versé presque 150 000 en loyer. Vous rentrez chez vous, vous avez une vieille maison qui n'a aucune valeur. Vous avez une vieille maison qui n'a aucune valeur. Et vous n'avez rien en France. Et ce sont ces gens-là qui viennent nous attaquer en disant il faut construire d'abord dans ton village. Parce qu'ils ont le raisonnement villageois. C'est ce que je vous dis. Vous faites des choix que vous n'assumez pas. On vous éduque comme au village. On vous rend villageois. Achille Tala, vous êtes toujours hors sujet. Je ne suis pas en train de critiquer Photo Victor. Il a raison de faire ce qu'il veut de son argent. Je dis simplement, je l'ai pris comme exemple pour démontrer que voilà l'exemple typique du fait qu'on peut dépenser des tonnes d'argent sur une somme, mais au jour de jour, les biens de Photo Victor pour lesquels sa famille bagarrait, ce ne sont pas ces biens du village. Admettons même que sa famille s'est rentrée bagarrer, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en admettant même cela, vous croyez que quelqu'un va bagarrer pour la maison du village? Soyons sérieux. La maison de mon père au village est plus confortable que celle de Yaoundé. Mais si, admettons qu'à la mort de mon papa, il devait y avoir guerre dans notre famille, vous croyez que les gens se battraient pour avoir celle du village? Celle de Fumbote a plus de valeur. Celle de Fumbote a plus de valeur. La maison de Fumbote est mieux construite que celle de Yaoundé. Mais c'est celle de Yaoundé qui a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est à Yaoundé. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous dire que tu viens me parler de Photo Victor, il a le droit de se faire plaisir, je ne suis pas en train de critiquer cela. Je dis simplement que quand vous prenez 3 milliards pour construire dans une maison au village, vous enterrez cet argent. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui enterre l'argent. Donc si vous faites ce choix-là, assumez-le. Mais n'obligez pas les gens à le faire. Je ne construirai jamais dans mon village. Le jour que mon village sera développé et que la ville va arriver là-bas et que mon terrain va prendre de la valeur, je investirai peut-être dans l'immobilier parce que j'ai assez de terre au village. J'ai beaucoup de terre. Mon grand-père m'a légué beaucoup de terre. J'étais son successeur. C'était un fou furieux comme moi. J'étais son successeur. Il m'a laissé beaucoup de terre. Donc, mais pour l'instant, ce terrain vaut 0. Et toute construction dessus vaut 0. Et je n'investis pas pour avoir 0. Si j'investis 100, c'est pour récupérer un nombre supérieur à 100. Si j'investis 100, ce n'est pas pour récupérer 90. J'investis 100, c'est pour récupérer un nombre supérieur à 100. Full stop. Vous investissez parce que vous avez le sentiment utile. Faites-le, mais n'obligez pas les gens à le faire. Oh, vous venez sur Internet insulter les gens. Oh, il n'a pas investi dans son village. Il vient parler du village.
Non, la bonne mentalité aussi, c'est d'être capable de penser par soi-même. Or, ce n'est pas comme ça qu'on éduque le Camerounais. Vous n'êtes pas éduqué à penser par vous-même. C'est pour ça que des électrons libres comme moi, là, vous posent problème. Parce que vous ne savez pas comment les manipuler. Vous ne savez pas comment les manœuvrer. Mes chers amis, je vais prendre congé de vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Informez encore beaucoup de vos camarades là pour le bac. J'ai envie de donner des séances dirigées, pas spécialement corriger les exercices, mais discuter des opportunités et répondre aux questions des jeunes qui ont envie de s'en sortir. J'ai envie de répondre à leurs questions. Comment voir la vie? C'est la clé. Parce que beaucoup peuvent savoir résoudre les exercices, mais ne pas savoir s'en sortir. La clé, elle est là. Donc, informez vos jeunes là de s'abonner au groupe SATV Group. C'est là-bas que je ferai le direct parce que je ne ferai pas ça ici. Vu que quand on fait des directs comme ça en public, on a toujours des rats qui s'échouent là et qui empêchent l'évolution. Donc je ferai ça là-bas. Donc informez les gens autour de vous, ceux que vous savez qui vont passer le bac, là, ceux qui préparent des concours. Voilà. Bonne journée à vous. Si le volume a été bon, bien que je n'ai pas parlé fort, je n'ai insulté personne, je n'ai pas attaqué les parties génitales de quelqu'un. Si le volume a été bon, vous pouvez repartager 10 000 fois partout, vous envoyez les cœurs. Et puis si le volume n'a pas été bon pour vous, vous désabonnez, vous ne revenez plus jamais. Je vous remercie.